Si je vous disais qu'une organisation obscure et secrète influence et contrôle une quantité massive d'événements importants à travers le monde, vous pourriez penser que je suis fou. Vous pensez sûrement que je suis dérangé, un complotiste parlant des mondialistes, des hommes lézards, des Illuminati ou du Forum économique mondial. Mais ce n'est pas le cas. Et si je vous disais qu'une seule organisation était derrière la grande récession de 2008 en Ron, la crise des opioïdes, le scandale de la hausse des prix de Valiant, le meurtre de Jamal Khashoggi et le scandale de l'immigration et des douanes américaines? Et honnêtement, ce ne sont que les plus grands faits d'armes, ce n'est même pas la liste complète. Ce n'est ni la CIA, le FBI, le World Economic Forum, l'État profond, Big Pharma, ni aucun autre nom ou acronyme auquel vous pensez. Et un diplômé de Harvard sur 20 a déjà travaillé pour eux. Ou que vous travaillez pour eux en ce moment. Quand les gens disent qu'ils contrôlent le monde, qu'ils surveillent, le « il » dont les gens parlent porte un nom simple, inoffensif et ennuyeux. Ils s'appellent McKinsey et compagnie, et je vais tout vous raconter à leur sujet. Merci. L'entreprise a passé 1 an à auditer le parc de fond en comble, puis à présenter ses conclusions au président de l'époque, Michael Eisner. Ils ont conseillé de licencier les 10% du personnel de maintenance les plus expérimentés, car ils étaient les mieux payés du parc. Ils ont aussi recommandé de transférer le personnel de maintenance restant des équipes de jour vers des équipes de nuit, et pas seulement les équipes nocturnes habituelles. Ils ont aussi proposé de limiter les procédures de maintenance pour éviter de payer les ouvriers pour réparation et remplacement. Le parc économiserait ainsi des millions de dollars. Le personnel de maintenance restant a protesté en affirmant que les personnes licenciées possédaient les connaissances les plus approfondies qu'il y en a sur l'entretien de certaines attractions et qu'en leur absence, le contrôle de la qualité risquait de n'en pâtir. Ils ont également soutenu que l'arrêt de la maintenance quotidienne entraînerait le maintien de pièces cassées ou défectueuses sur des structures d'attraction essentielles et que tenter de remplacer ces éléments une fois par semaine dans l'obscurité et avec des connaissances incomplètes allait forcément causer des problèmes. Leurs préoccupations ont été rejetées, les consultants en gestion affirmant que Disney avait un excellent bilan de sécurité et qu'il n'avait donc pas besoin d'experts. C'était une dépense inutile. Personne ne semblait réaliser que, grâce à ces mesures et experts, elle affichait un excellent bilan de sécurité. Les consultants ont touché des millions et Disney a suivi leurs recommandations. Quelques mois plus tard, la veille de Noël, Luann Dawson et sa famille attendaient pour embarquer sur une paisible promenade en bateau à Disneyland. L'opérateur a fixé la corde du bateau à la bitte d'amarrage. Cependant, le bateau avançait trop vite et a immédiatement arraché la lourde bitte d'amarrage en métal massif du quai en bois. Elle a projeté violemment dans la foule. La bitte d'amarrage a partiellement décapité Luann et lui a littéralement enfoncé le crâne, tandis que sa femme et son enfant horrifiés criaient à ses côtés. La bitte d'amarrage a ensuite percuté le pied de l'opérateur de manège, lui brisant plusieurs os. L'accident était horrible et complètement évitable. Le problème était double. D'abord, le quai en bois, pourri par l'eau, devait être remplacé, mais le seul employé compétent avait été licencié lors des réductions de coûts et personne d'autre ne savait le faire. Ensuite, le bateau allait trop vite pour être amarré. La procédure habituelle consistait à laisser le bateau dépasser le quai, puis le contre-courant le ralentissait et le ramenait. L'opératrice de l'attraction ne connaissait pas cette procédure parce que le personnel qui aurait dû la former avait été licencié lors de la réduction des coûts. Cet accident a coûté à Disney 20 millions de dollars en compensation à la famille.
Cela a coûté à la famille la vie de leur père la veille de Noël, dans ce qu'on appelle généralement l'endroit le plus heureux du monde, ruinant non seulement Disneyland, mais aussi Noël et les marquant à vie. Les consultants qui ont donné ce conseil n'ont subi aucune conséquence, quelle qu'elle soit. Les consultants étaient McKinsey et CI. Et vous pourriez penser que cette histoire est le premier et le plus horrible exemple de l'influence de McKinsey, mais vous auriez tort sur les 2 points. La Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin et la vie dans le monde entier commençait très lentement à revenir à la normale. Suite à cela, le syndicat United Auto Workers à Detroit a réclamé un salaire reflétant davantage les nombreuses heures travaillées pendant la guerre. Ils voulaient aussi inclure retraite et soins de santé dans leur package d'emploi. Ford et Chrysler ont refusé, laissant le choix aux ouvriers. Salaires, ou les soins de santé et la retraite, mais pas les 3 à la fois. Le syndicat United Auto Workers a menacé de faire grève, poussant Ford à accorder une légère hausse de salaire et une retraite financée pour les employés avec 30 ans de service. Le syndicat United Auto Workers a alors sollicité Chrysler pour une offre identique. Ils ne l'ont pas faite. Les ouvriers ont fait grève 100 jours, causant à Chrysler $1 milliard de pertes de vente. Chrysler a alors cédé et accepté les mêmes conditions que Ford. Il ne restait plus que General Motors. Craignant de payer autant que Chrysler, General Motors a offert de meilleures conditions. Retraite entièrement financée et salaires indexés sur le coût de la vie. Autrement dit, quand le coût de la vie montait, les salaires suivants. Elle a négocié un minimum annuel de congés payés garantis pour les travailleurs. En échange, le United Auto Workers a renoncé au droit de négocier collectivement pour les employés pendant une période déterminée et a accepté de ne pas engager d'action de grève pendant une période d'au moins 5 ans. Cet accord a été appelé le traité de Détroit et a été largement considéré comme une victoire pour toutes les parties. D'autres industries ont adopté ce modèle pour éviter ces problèmes et aider d'anciens membres de la classe ouvrière. De rejoindre la classe moyenne grâce à un pouvoir d'achat accru, ce qui a en fait entraîné une augmentation des ventes automobiles et une hausse du nombre de propriétaires aux États-Unis. Il s'avère que la majorité des acheteurs de voitures et des propriétaires sont des gens ordinaires, et quand monsieur tout le monde a plus d'argent, il le dépense dans les biens et services de diverses entreprises. C'était une situation où la marée montante profitait à tous. C'est l'un des premiers exemples de l'économie du ruissellement inversé, qui est l'idée que lorsque la population générale, les gens ordinaires, ont plus d'argent, cela conduit les riches à devenir encore plus riches, parce que monsieur tout le monde a tendance à dépenser plutôt qu'à épargner. Et quand il dépense, c'est souvent pour les mêmes biens et services de consommation que les riches ont créés pour acquérir leur fortune. 10 ans plus tard, General Motors engage un cabinet de conseil pour une étude. La question simple qu'il voulait Bond poser était la suivante. Les cadres dirigeants sont-ils suffisamment payés? Ce groupe était McKinsey et compagnie. McKinsey et compagnie a été fondé par un professeur de comptabilité, James McKinsey, en 1926. Il a été le premier à appliquer les principes comptables pour structurer la gestion et améliorer l'efficacité des entreprises. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'en sais rien. Je l'ai lu une 20aine de fois pour cette vidéo. Et je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. McKinsey lui-même est mort en 1937 d'une pneumonie, mais son successeur Marvin Bower avait été bien formé et préparé. L'entreprise a eu du succès et a rapidement grandi. Bower a aussi eu l'idée de faire de McKinsey une société dont les actions étaient réservées aux dirigeants, un modèle de récompense désormais standard mondial pour les cadres. Comme vous le verrez, c'est surtout grâce à McKinsey. En 1951, McKinsey a été sollicité par General Motors pour analyser les salaires des cadres. Si le sous-texte n'est pas visible, rendons-le clair. Le président directeur général de General Motors voulait être mieux payé et il a engagé McKinsey pour justifier cette augmentation de salaire. McKinsey a chargé un certain Arch Patton de mener l'analyse. À cette époque, la rémunération des cadres dirigeants était en moyenne 20 fois supérieure à celle des employés non dirigeants. Patton a étudié 37 entreprises et a obtenu un résultat surprenant, mais pas tant que ça.
La rémunération des travailleurs progressait plus vite que celle des cadres. Bien sûr que c'était le cas. La rémunération des travailleurs a d'abord été freinée par la Grande Dépression, puis par la guerre pendant longtemps. Et ils venaient tout juste d'obtenir leur première augmentation de salaire en près de 2 décennies. La Harvard Business Review et le magazine Fortune ont publié l'étude et, pour la première fois, les cadres de plusieurs secteurs pouvaient voir comment leur propre situation salariale se comparait à celle de la concurrence. Cela a conduit à une spirale rapide et massive d'inflation des salaires et des prix, alors que les cadres se précipitaient pour négocier de meilleurs salaires que leurs concurrents. On utilise souvent cette expression « spirale inflationniste des salaires et des prix » ou « spirale inflationniste due à la hausse des coûts salariaux » pour s'opposer à l'augmentation du salaire minimum. On affirme que lorsque les salaires augmentent, les entreprises haussent aussitôt leurs prix dès qu'elles constatent une hausse du pouvoir d'achat. Des salaires plus élevés entraînent des hausses de prix, car l'entreprise ajuste ses tarifs pour préserver ses profits. Ils ne l'utilisent jamais pour s'opposer aux augmentations de salaire des cadres dirigeants, malgré le fait qu'il est bien plus probable que cela entraîne de l'inflation à ce niveau, étant donné que les montants en jeu sont nettement plus importants. Ils cherchent toujours à empêcher les moins rémunérés de gagner davantage. De nombreuses études révèlent que l'augmentation du salaire minimum a peu d'effet sur l'inflation. Une étude longitudinale sur l'inflation des prix dans les restaurants a montré qu'une hausse de 10% du salaire minimum n'entraînait qu'une inflation de 0,36% des prix. Les augmentations du salaire minimum ne provoquent tout simplement pas d'inflation, ou du moins ce n'est pas assez significatif pour que quelqu'un s'en préoccupe. Des entreprises ont ensuite engagé McKinsey pour revoir la rémunération des cadres, ce qui a fait connaître McKinsey nationalement. Aujourd'hui, la rémunération des cadres dirigeants est 351 fois supérieure à celle du salaire moyen d'un employé non cadre. Cela a également conduit à un autre grand changement dans le monde des affaires, car la rémunération des cadres était désormais liée à la performance boursière. L'attitude générale était que la santé et la prospérité d'une entreprise allaient désormais être mesurées par la performance de l'action, plutôt que par les objectifs de production ou les revenus. Maintenant, les objectifs de production et les revenus peuvent être une mesure de la santé d'une entreprise et peuvent améliorer la performance boursière, mais il existe des moyens beaucoup plus faciles, rapides et douteux d'améliorer la performance boursière, comme vous allez le voir. Je ne peux pas faire de dunk, mais toi tu sais cuisiner. Sur ton curriculum vitae, tu mentionnes une option en art culinaire français. Beaucoup travaillaient à la friteuse chez Kentucky Fried Chicken, mais toi tu débarrassais les tables à l'ancien Picador pour subvenir à tes besoins. Puis, après la fac, tu es venu ici travailler. Combien t'ont-ils payé au début pour que tu abandonnes tes rêves? C'est l'excellent film In the Air avec George Clooney et une femme dont je suis sans honte amoureux, Anna Kendrick. Le film raconte l'histoire d'un consultant en gestion d'entreprise dont le seul travail est de parcourir l'Amérique en avion pour licencier des gens parce que leurs patrons veulent licencier du personnel mais ne veulent pas être critiqués pour cela. Je sais, ce scénario semble ridicule, non? Pourtant, le film est presque un documentaire sur ce sujet. Aujourd'hui, délocalisation ne signifie plus ce qu'il signifiait dans les années 50, c'est le terme pour cacher sa richesse. Pour échapper aux impôts. McKinsey n'a pas inventé la délocalisation, c'était l'économiste Ronald Coase. Ce que McKinsey a fait cependant, c'est de la recontextualiser à la suite des victoires des syndicats et de la publication de l'étude sur la rémunération des dirigeants. La majorité des présidents directeurs généraux ont fait appel à McKinsey pour revoir leur rémunération, recevant désormais des primes liées à la performance boursière. Le problème sans Sossanaran, c'est qu'il était assez difficile d'augmenter la performance boursière à cause des accords conclus avec les syndicats, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas réduire le coût du travail. Ils ne pouvaient pas non plus licencier qui que ce soit. La seule façon d'augmenter la production et, espérons-le, les bénéfices, était d'investir et de se développer, mais cela prend trop de temps. Quand tu as repéré ce troisième super yacht, tu veux ces primes tout de suite, bon sang. Tu ne veux pas attendre 5 ans pour que ça rapporte. Avec l'arrivée des années 70 et alors que Jimmy Carter, récemment décédé, commençait à libérer l'industrie privée de la régulation gouvernementale, l'état d'esprit des affaires a évolué d'une croissance stable à long terme vers une approche beaucoup plus mentalité extrême, tout ou rien. Ce n'était pas encore l'ère de la cupidité, mais on s'en rapprochait.
C'est pendant cette période qu'une pratique particulière est devenue une mesure extrêmement courante pour augmenter immédiatement les profits. Une pratique qui est devenue, et qui est toujours, synonyme de McKinsey. On peut dire qu'ils sont experts. Je n'ai aucune expérience réelle du conseil en gestion. Licencier 30% du personnel, nouveau logo, fini. Désormais consultant en gestion formé. McKinsey savait aussi que réduire les coûts augmentait les profits. Ils n'ont conseillé de réduire quasiment qu'un seul coût, les salaires du personnel. Comme dans l'histoire de Disney, leur objectif était de se débarrasser des membres les plus expérimentés du personnel non exécutif pour économiser sur les salaires. Les personnes à ces postes étaient souvent celles qui avaient commencé tout en bas et qui avaient tant gravi les échelons pour y arriver. Des personnes de la classe ouvrière ayant accédé à la classe moyenne en devenant cadres. McKinsey n'en avait rien à faire. Leur personnel n'étant pas concerné, pourquoi s'en soucier? Et l'entreprise s'en fichait parce qu'elle allait bénéficier d'une augmentation temporaire des bénéfices, ce qui ferait grimper le cours de l'action et débloquerait ses primes juteuses, très juteuses. Donc, tout au long des années 80, ils sont passés d'une entreprise à l'autre, recommandant de supprimer 10% des effectifs, une pratique pour laquelle McKinsey était elle-même connue, puisqu'elle licenciait chaque année 10% de son propre personnel afin de motiver ceux qui restaient. C'était la spécialité numéro 1 de McKinsey. Leur seconde spécialité était de régler un problème qu'ils craignaient de créer. Avec moins de main-d'œuvre, comment ces entreprises pouvaient-elles fonctionner? La délocalisation, aujourd'hui appelée externalisation. Quand les présidents-directeurs généraux ont demandé à McKinsey de réparer les entreprises en difficulté à cause du sous-effectif qu'ils avaient provoqué, McKinsey a conseillé, grâce au progrès technologique, que les postes de gestion, chiffres, données ou comptabilité pouvaient être réalisés partout. Ils ont donc demandé aux entreprises de réembaucher ces postes, mais à l'étranger. Ils ont recommandé l'Inde. La différence de monnaie et le fait que le coût de la main-d'œuvre en général était beaucoup moins cher en Inde était financièrement avantageux. Et le fait que l'Inde ait été colonisée par la Grande-Bretagne signifiait que la plupart des personnes qu'ils auraient besoin d'embaucher parleraient probablement anglais et auraient probablement aussi reçu une éducation de niveau occidental. Licencier les managers en Amérique et les réembaucher en Inde est devenu un conseil courant dans les entreprises. Ce fut un grand succès et a permis d'économiser beaucoup d'argent. McKinsey a vite compris que cela ne devait pas se limiter à l'externalisation des niveaux les plus bas de gestion. Ils ont conseillé de fermer des usines et de délocaliser toute la production. Et ce conseil est rapidement devenu extrêmement populaire, car non seulement il permettait d'économiser énormément d'argent en utilisant une main-d'œuvre moins chère, mais ces pays avaient aussi des réglementations moins strictes, ce qui leur permettait de faire les choses comme ils le voulaient, augmentant ainsi les profits de l'entreprise et débloquant ses primes juteuses, très juteuses. Je pense qu'il est juste de dire à ce stade que l'avantage évident de tout cela, c'est que les biens sont devenus beaucoup moins chers pour les consommateurs américains. La plupart des biens accessibles aujourd'hui, comme téléviseurs, jeux vidéo, chaînes stéréo, voitures, les appareils électroniques, les appareils photo, c'est parce que quelqu'un dans un pays beaucoup plus pauvre est payé bien moins que vous pour fabriquer ces produits. Mais ce n'est pas entièrement mauvais pour eux non plus, car même si les salaires sont bien plus bas qu'aux États-Unis, ils sont souvent bien supérieurs à la moyenne nationale de leur pays, et cela peut parfois entraîner une croissance économique pour eux aussi. La Chine est devenue une puissance après avoir été le fabricant mondial pendant 20 ans. Pour l'ouvrier américain, pour vous, cela signifie perdre votre emploi. La réalité, c'est que ce ne sont pas les immigrés venant d'un autre pays qui volent à trente-folle votre emploi, ce sont les employeurs qui ont abandonné les travailleurs américains pour donner votre emploi aux immigrés. En 1994, l'Afrique du Sud formait son premier gouvernement démocratique après l'apartheid, et McKinsey cherchait à s'impliquer dans les affaires nationales. Jusqu'à ce moment-là, ils avaient en grande partie évité de travailler pour le gouvernement, car cela s'accompagne d'une surveillance et d'un contrôle accru, une leçon qu'ils ont apprise après avoir été accusés de transactions sous la table à New York lorsqu'ils travaillaient pour le gouvernement dans les années 70. C'est ce qu'on disait, apparemment. Le gouvernement sud-africain étant récent,
McKinsey a cru à tort que ce serait plus simple. L'Afrique du Sud était en proie à la corruption à l'époque, et de nombreux particuliers bien placés détournaient l'argent public dans leur propre poche. Un homme politique a même été cité en disant qu'il n'avait pas rejoint la lutte pour rester pauvre, alors qu'il recevait le paiement de 10 millions provenant de l'argent des contribuables. Pour contrer ce problème, un ensemble de règles et de réglementations avait été créé afin d'accroître les opportunités pour les personnes noires après l'apartheid et de freiner la corruption. Avançons jusqu'en 2005 et McKinsey a estimé qu'il était sûr d'entrer dans l'arène et être devenu conseiller d'une entreprise appelée Transnet, qui était la compagnie ferroviaire appartenant à l'État. 3 frères immigrés indiens étaient alors très influents au sein du gouvernement sud-africain. On les appelait les frères Gupta. Ils utilisaient comme ça des sociétés écrans pour détourner des fonds publics vers leurs comptes et ceux du président Zuma, ce qui les a rendus très riches. McKinsey a nommé David Fine pour superviser Transnet. Sud-africain, il connaissait bien le paysage. Presque immédiatement après avoir pris les commandes, Transnet a décidé de réinstaller un gars appelé Siyabonga Gama comme chef du rail. Un homme qui avait déjà été licencié auparavant pour comportement suspect et corrompu, une décision qui a poussé les membres du conseil d'administration de Transnet à démissionner, parce qu'ils n'avaient là jamais été consultés au sujet du retour d'un gars qu'ils venaient en aime tout juste de renvoyer. Quelques mois plus tôt, le journal appartenant aux frères Gupta avait rapporté que Gama serait nommé nouveau chef, donnant ainsi aux gens un indice sur la façon dont cela s'est produit. McKinsey a été chargé d'évaluer l'activité économique future possible afin de préparer le réseau réel en conséquence. Transnet a décidé, sur la base des prévisions extrêmement optimistes de McKinsey, qu'il devait en acheter 1000 nouveaux trains. McKinsey a évalué les contrats à 2,6 milliards et ils ont été mis en appel d'offres. Transnet a soudainement imposé une date limite stricte juste avant l'examen des offres, sans raison apparente. McKinsey, dans un rare moment, probablement le seul, de clarté éthique qu'ils aient jamais eu, a estimé que cela semblait suspect et s'est retiré du projet. Le lendemain, l'offre gagnante a été annoncée, dépassant d'1 milliard de dollars celle négociée auparavant. Beaucoup soupçonnaient que l'homme qui avait auparavant été licencié pour comportement suspect et corruption pourrait être responsable de cette augmentation soudaine, car il dirigeait peut-être secrètement l'argent vers les comptes des frères Gupta. Peut-être il l'était. Alors que McKinsey s'était retiré de cette affaire épineuse, il n'a pas quitté l'Afrique du Sud et le nouveau contrat avec Transnet était massivement surfacturé. Grâce à McKinsey. Le gouvernement a décidé qu'il fallait réduire un peu les excès de ce contrat, alors, dans une manœuvre classique de McKinsey, ils ont été engagés pour résoudre le problème qu'ils venaient littéralement de créer. À cette époque, certains associés travaillant dans les filiales sud-africaines de McKinsey ont commencé à poser des questions sur des comportements suspects entourant ces contrats pour Transnet. Au cours de l'enquête discrète, il a été révélé que le partenaire principal, Vickers Segar, avait demandé des années plus tôt à un collègue de l'aider à rédiger la thèse de Master of Business Administration de quelqu'un d'autre. Une demande étrange et moralement discutable, étant donné qu'il s'agit techniquement de tricherie académique. Ou peut-être de la fraude. Je n'en suis pas sûr. La thèse appartenait à Siyabonga Gama, étudiant en Master of Business Administration, qui a ensuite été nommé de façon suspecte directeur général de Transnet sans l'accord du conseil. Le problème, c'est que comme Gama est ensuite devenu le directeur d'une entreprise qui a attribué des contrats de plusieurs millions de dollars à McKinsey, c'était techniquement un pot de vin, et devait être signalé au gouvernement américain. Ils l'ont fait, mais aucune mesure n'a suivi après que McKinsey Pinky ait assuré n'avoir rien fait de mal et que le gouvernement leur ait accordé toute sa confiance. Vickers était très influent au bureau de Johannesburg et, comme associé principal, jouissait d'une grande autonomie. Il avait la réputation de ne traiter qu'en tête-à-tête avec les clients et d'exclure tout le monde, y compris les membres de McKinsey. Mais comme il générait des revenus, son comportement était souvent ignoré. Vickers devait diriger un projet majeur pour redresser Eskom, la société d'électricité publique. Le contrat valait potentiellement environ 700 millions de dollars. Mais Eskom accumulait les problèmes. L'Afrique du Sud subissait souvent des coupures dues à des grèves provoquées par de mauvaises conditions de travail. À l'intérieur du bureau de McKinsey à Johannesburg, environ la moitié des employés pensaient que c'était une tâche insensée que l'entreprise devait absolument éviter.
McKinsey ne l'a pas fait, mais a accepté le travail malgré ses préoccupations. Le contrat de McKinsey était inhabituel. Dans ce contrat, ils ignoraient leur rémunération exacte et ne seraient payés qu'après l'achèvement du travail. C'était comme jouer au casino. McKinsey a poursuivi sa route sans avoir fait approuver le contrat par le Trésor national, en supposant simplement que tout allait bien. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas vraiment fait leurs recherches. Techniquement, cela signifiait qu'ils étaient un opérateur gouvernemental illégal. Ils ont aussi abandonné le capital de Regiment et se sont associés à un autre sous-traitant appelé Trillion. Comme avant, ils n'ont pas vérifié si Trillion était sans personnes indésirables et détenu par des Noirs, 2 obligations légales. Trillion a été sélectionné par Vickers et provenait en fait du capital de Regiment, la société jugée trop corrompue pour collaborer. Elle était également en partie détenue par un homme appelé Salim Essa, un proche ami des frères Gupta. David Fine n'appartenait pas à l'équipe Eskimo menée par Vickers, mais, homme intègre, il suivait la situation et avait remarqué les réunions privées régulières de Vickers avec des responsables de Trillion et d'Eskimo. Quand Fine en a parlé à Vickers, il s'est défendu et l'a accusé de manquer de confiance. C'est le premier signe qu'il ne faut pas faire confiance à quelqu'un, car une personne honnête répond simplement. Il ne s'indigne pas et ne vous culpabilise pas en m'emprunt, c'est pour sa question. Bien, comme toute personne raisonnable le ferait, Fine est parti de l'accord en voulant savoir qui possédait Trillion. Une question que personne n'avait encore posée, bien que la réponse puisse enfreindre la loi. En y pensant, c'est sans doute pourquoi personne ne l'a posée. Fine a découvert que l'homme qui contrôlait Trillion était Salim Essa et qu'il ne passerait pas le test gouvernemental des individus indésirables à cause de ses liens avec les frères Gupta. De plus, je ne pense pas qu'il soit injuste de dire qu'il ne respecte pas la partie de la loi qui exige d'être un Sud-Africain noir. Vickers a affirmé n'avoir jamais rencontré Essa. Il ment clairement. Il voulait travailler seul avec le client pour cacher l'identité de son interlocuteur. Il effaçait régulièrement son ordinateur, mais a été démasqué quand des lettres avec le logo de McKinsey évoquant un contrat entre Vickers et Salim Essa ont été découvertes. McKinsey a rompu avec Trillion et prévenu Escam, mais Escam l'a licencié, soupçonnant des irrégularités contractuelles depuis des mois. Après l'enquête du gouvernement sud-africain, McKinsey a nié tout partenariat officiel avec Trillion, mais la lettre de contrat a prouvé le contraire. Ça me rappelle la fois où ma tante a surpris mon frère avec du rouge à lèvres partout sur le visage. Quand il était plus jeune, elle est allée le voir et lui a demandé « Est-ce que tu as utilisé mon rouge à lèvres ?» et il a simplement secoué la tête innocemment. McKinsey était en difficulté, accusé par les médias et la justice de faciliter et profiter de la corruption. D'habitude, ils restent silencieux, mais cette fois, ils ont envoyé David Fine s'excuser à leur place. Heureusement, Fine avait une excellente réputation, précisément parce qu'il suivait toujours les règles. McKinsey a désigné Vickers comme bouc émissaire, déclarant qu'il avait agi seul, comme un loup solitaire, et qu'il n'était pas au courant. Plus tard, il a été découvert que McKinsey avait obtenu 2 autres contrats qui étaient moins douteux. L'un, le contrat Transnet, dans lequel un ancien partenaire, Régiment, avait détourné des millions de dollars vers les frères Gupta Sren Gupta, et les contrats aériens qu'ils ont obtenus par la corruption. McKinsey, réalisant qu'ils étaient impliqués dans des affaires de corruption, d'acquisition illégale de contrats gouvernementaux, de sélection inadéquate de partenaires et de destruction de documents officiels, a finalement abandonné et accepté de rembourser tout l'argent qu'ils avaient gagné, soit environ 100 millions de dollars. Personne n'est allé en prison et personne n'en avait vraiment entendu parler jusqu'à maintenant. Donc si vous êtes comme moi, et puisque vous vous êtes engagé à regarder 1 heure ou 2, je ne sais même pas combien de temps cette vidéo va durer, mais vous vous êtes engagé à regarder un documentaire sur une affaire douteuse. Vous êtes probablement comme moi. Alors vous vous demandez peut-être à ce stade comment personne au sommet de McKinsey ne savait à quel point la situation devenait grave en Afrique du Sud. Comment pouvait-il ignorer toutes ces activités illégales ? Le bureau de Johannesburg était au courant et avait exprimé ses soupçons. Pourquoi le président directeur général l'a-t-il appris si tard ? Il y a 2 réponses, dont la première est très tentante à croire. C'est qu'il savait
et qu'il s'en fichait simplement. Mais en réalité, la vraie réponse, c'est que l'entreprise est structurée de telle manière qu'il est peu probable qu'il le sache, et c'est totalement intentionnel. McKinsey et j'imagine beaucoup d'autres entreprises fonctionnent un peu comme... C'est comme une cellule terroriste. Ce n'est pas pour dire qu'ils torturent ou font exploser des choses, c'est que les cellules terroristes sont structurées d'une certaine manière pour les rendre plus difficiles à infiltrer. Donc par exemple, vous auriez le grand patron qui est responsable de tout et qui a l'autorité finale, puis en dessous de lui, il y aurait quelques sbires qui auraient chacun leur propre affaire, dont personne ne saurait rien sauf eux et leurs propres sbires. Ainsi, si des membres de la cellule numéro 1 étaient capturés, aucune torture ne permettrait de dévoiler des informations sur les autres cellules puisqu'ils ne les connaissaient pas. Cela ne mène jamais à une perturbation de l'organisation parce que ce sont tous des fanatiques qui visent le même objectif endoctriné, un but idéologique. Donc il est facile pour le chef de faire confiance au fait que les cellules individuelles feront ce qu'elles sont censées faire parce qu'elles sont en gros conditionnées. Dans le même système de croyance, au fil des ans, les valeurs de McKinsey ont changé à plusieurs reprises. À l'origine, il existait une liste d'environ 19 valeurs dont peu se souviennent. Cette liste est passée à 9, puis 5, puis élargie à 7 d'après le manuel de l'entreprise utilisé pour cette vidéo. Deux de ces valeurs, maintenir la confiance du client et garder une perspective indépendante, faisaient partie de la liste originale, mais ont disparu ou ont été remplacées par des versions moins affirmées au fil du temps. Cependant, ces principes constituent la base de toute l'attitude de l'entreprise envers le travail chez McKinsey. McKinsey adopte une position très ferme pour maintenir la confiance de ses clients, au point de ne jamais révéler l'identité d'un client ni de divulguer directement son travail avec un client. Cette protection des informations sensibles des clients est le bouclier derrière lequel McKinsey dissimule ses affaires douteuses, même à ses propres employés, en ayant des bureaux et des équipes hautement compartimentées, exactement comme des cellules terroristes. On a pris le chemin le plus long, mais on y est arrivé. Et tout comme les cellules terroristes, cela fonctionne parce que tout le monde chez McKinsey boit la même potion magique. Par-dessus tout, gagner de l'argent. Garder une perspective indépendante est probablement le deuxième principe le plus important pour McKinsey. McKinsey invoque ce principe à chaque fois qu'ils acceptent des missions immorales ou inacceptables, ce qui leur permet aussi d'agir pour des intérêts concurrents. Vous verrez. Ils prétendent ne pas être impliqués idéologiquement d'aucune manière, et ils se contentent simplement de servir dans une revendication valable. Ils ne font que suivre les ordres, et si cela vous rappelle une excuse très similaire donnée par un groupe de membres de partis politiques militaristes, il est vrai, très élégamment habillé mais moralement très douteux, dans les années 1940, c'est pratiquement la même excuse. Leur déclaration est toujours « Nous exécutons, nous ne faisons pas la politique ». Ils envoient des gens qui ont beaucoup de problèmes. Ils apportent leurs problèmes et de la drogue avec eux. Ils amènent le crime. Les enfants sont inconsolables, suppliant sans cesse pour leurs parents. Ce sont des violeurs. Violeurs. En 2018, les chaînes d'information diffusent de nombreuses vidéos d'enfants migrants détenus et en pleurs à la frontière, conséquence des politiques migratoires du président Trump. Cette attitude agressive envers les migrants n'a vraiment pas été aidée par les commentaires du président à leur sujet. Les supplications et larmes des orphelins ont attiré l'attention sur une situation jusque-là ignorée. Les conditions dans les camps de séparation des migrants et l'entreprise qui a contribué à leur création. Pour être transparent, précisons que Trump n'a pas engagé McKinsey.
Obama l'a fait un an plus tôt, mais Obama a bien engagé McKinsey pour environ 21 millions et leur mission à l'époque était de rationaliser le processus de demande afin que les demandes d'immigration puissent être traitées plus rapidement et qu'elles puissent être retirées des dossiers. Un an plus tard, lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il a changé la mission de McKinsey et soudainement la tâche est devenue une spécialité de McKinsey, la réduction des coûts. Cependant, il ne pouvait pas proposer de réduire le personnel car Trump avait promis des milliers d'agents d'immigration pour la frontière. Ils ont réalisé l'analyse demandée et présenté leurs recommandations. Premièrement, donner moins de nourriture aux détenus et une nourriture de moins bonne qualité, en affirmant que les normes alimentaires de l'Immigration and Customs Enforcement étaient les trop élevées. Quoi ? Ils ont trouvé les normes alimentaires de l'immigration et du contrôle des frontières trop strictes. Deuxièmement, restreindre l'attention médicale et les fournitures. Troisièmement, diminuer le personnel de garde dans les établissements. Voici les grands titres, mais les détails sont encore pires. Ils ont aussi suggéré de transférer les détenus vers de plus petits établissements dans des prisons de shérif locales. Or, ces prisons étaient très délabrées et totalement inadaptées pour accueillir même des prisonniers, sans parler des enfants migrants. Pour donner un exemple de l'un de ces établissements, l'un d'eux, à Dilley au Texas, était une prison de shérif approuvée pour détenir des personnes. À un moment, elle a accueilli 16 enfants de moins de 2 ans, séparés de leurs parents. En mars 2018, Marie Juarez était hébergée à Dilley et a contracté une infection respiratoire. Et elle est morte peu après sa libération de l'établissement. Elle avait 2 ans. Sa mère a gagné 60 millions de dollars en poursuivant pour décès injustifié après révélation des faits. Des médicaments ont été refusés dans l'établissement, ce qui était l'une des recommandations de McKinsey, et la seule action prise par le personnel a été de mettre du Vicks Vaporub sur la poitrine de l'enfant. Imaginez avoir 2 ans, vivre dans une cellule de prison délabrée avec une nourriture limitée et de mauvaise qualité, ne pas savoir où était votre mère, être très malade, avoir du mal à respirer, et que les salauds sans cœur qui vous ont mis là ne vous donnent pas d'antibiotiques pour vous soigner, mais vous mettent qu'une encre du putain de Vicks Vaporub, puis vous regardent lentement vous noyer dans vos propres fluides corporels. À l'époque, l'entreprise CoreCivic détenait le contrat pour héberger, nourrir et s'occuper des migrants, y compris des enfants. Attendez, pourquoi ce nom me paraît-il familier ? Le plus ancien prestataire privé de prison aux États-Unis est CoreCivic, anciennement Correction Corporation of America. Vous avez remarqué que ces entreprises horribles portent souvent des noms inoffensifs ? Quoi qu'il en soit, CoreCivic détenait le contrat et s'est évidemment opposé aux idées de McKinsey de donner moins de nourriture et de moins bonne qualité aux détenus, ainsi que de réduire les soins médicaux, tout comme les personnes travaillant à l'Immigration and Customs Enforcement. Imaginez à quel point vos conseils sont extrêmes si une prison privée et une agence frontalière impitoyable les jugent trop sévères. En 2018, sous Trump et la tolérance zéro, la situation a empiré. Les détenus vivaient déjà dans des conditions déplorables, mais étaient gardés ensemble pour dissuader les familles de franchir la frontière. Toute personne traversant illégalement était placée en détention criminelle et séparée de ses enfants. Ces enfants étaient hébergés dans les conditions instaurées avec l'aide de McKinsey. Des enfants âgés de seulement 2 ans, dans un pays étranger dont ils ne comprenaient pas la langue, mangeant de la nourriture de mauvaise qualité, sans soins médicaux, dormant dans des cellules de prison bricolées. Même si tu détestes vraiment les immigrés, que tu les hais de toute ton âme, avec la passion ardente de 1000 soleils, tu ne peux sûrement pas défendre ça à moins d'être vraiment dépourvu de toute conscience ou empathie, parce que pour moi c'est absolument abject, et ça me met vraiment en colère, et c'était aussi le cas pour certains employés de McKinsey. Jusqu'à présent, le travail de McKinsey là-bas était resté en arrière-plan, mais l'article du New York Times lui a soudainement donné une attention nationale, et les employés de McKinsey, qui n'avaient rejoint l'entreprise que parce qu'on leur avait vendu l'idée de faire une vraie différence, lors de leurs entretiens ont été choqués et dégoûtés d'apprendre qu'ils faisaient partie de la société qui créait cette situation. Un employé raconte que son meilleur ami l'a appelé au travail pour annoncer qu'il allait être expulsé car ses parents étaient en situation irrégulière et que l'Immigration and Customs Enforcement était venu l'arrêter. Pensant à une blague, il a raccroché.
Quand il a voulu le rappeler plus tard, il était déjà parti. Le personnel a été choqué car la collaboration avec l'Immigration and Customs Enforcement était totalement secrète grâce aux politiques de discrétion et à la structure organisationnelle. Mais maintenant qu'ils étaient au courant, beaucoup d'entre eux protestaient en travail contre l'implication de McKinsey. Ils ont tenu des réunions et envoyé des courriels pour demander le retrait de McKinsey du contrat. Ils ont également accepté de restituer l'argent que McKinsey leur avait versé pour un travail qui s'est finalement avéré lié au projet Immigration and Customs Enforcement. Pendant des semaines, ces manifestations et ces courriels massifs ont déferlé dans les bureaux. La direction a répondu en envoyant son propre courriel massif, déclarant « Savez-vous combien d'argent, quelle perte de productivité ces courriels ont-ils causé ?» Ceux qui avaient exprimé leur désaccord ont été invités à chercher ailleurs, ce qui chez McKinsey signifie « veuillez partir ». McKinsey considérait au jadis l'obligation de s'opposer comme un principe fondamental. Après cet incident, le manuel a été modifié pour recommander de s'exprimer. Entre les lignes, il s'agirait de dénoncer les actes contraires à l'éthique de l'entreprise, mais en réalité, il s'agit surtout de réagir aux mauvaises idées des clients. Nous sommes en baisse de 1,7% ici, soit une perte d'environ 37 points. Les actions d'Apple sont vraiment malmenées ce matin. Nous enregistrons une baisse de 3 à 4,5% sur ces marchés. Parlons de la rapidité de cette détérioration. Nous sommes partout dans le rouge, en baisse de 5% après une chute de plus de 16%. Le Dow en même temps a chuté d'environ 18%. Le marché boursier est maintenant en baisse de 21%. Car nous sommes désormais en baisse de 43%. Que se passe-t-il donc à Wall Street ? En 2008, un groupe de personnes dont le seul travail dans la vie est de gagner de l'argent. Un groupe de personnes qui se vantent sans cesse de leur talent à gagner de l'argent. Un groupe de personnes qui prétendent être tellement douées pour gagner de l'argent qu'elles n'ont pas besoin de régulation. Ils ont perdu tellement d'argent qu'ils ont littéralement foutu en l'air le monde entier pendant une décennie. Peut-être plus, voici quelques effets concrets dans ma vie. Avant le crack, les salaires augmentaient au Royaume-Uni. Presque tous les emplois proposaient 300 des US annuels, des congés maladie payés, et même mon poste d'entrée en centre d'appel offrait une prime de Noël chaque année. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Les entreprises ont profité de la crise pour supprimer toutes ces choses pour la grande majorité des gens, et elles ne sont jamais revenues. Si j'allais occuper exactement le même poste aujourd'hui, on ne m'offrirait aucune des choses que j'avais en 2007, et le salaire est souvent juste le minimum légal, ce qui est plutôt modéré comparé aux millions de personnes qui ont perdu leur emploi et leur logement. Et leur vie à cause de ce petit groupe de personnes dont le seul travail est de gagner de l'argent. Mais tous ces types reçoivent encore des millions en primes et ont gardé leur emploi. Et les gouvernements du monde entier ont utilisé votre argent pour payer toutes les dettes qu'ils avaient accumulées. Il est facile de comprendre pourquoi tant de gens détestent et méprisent encore les banquiers aujourd'hui, près de 2 décennies plus tard. Maintenant, il ne serait pas juste de dire que McKinsey a causé ce problème. Cela a été causé par beaucoup de personnes différentes, mais McKinsey a appris à tout le monde comment le faire et a influencé les politiques pour le permettre. Dans les années 70, McKinsey parcourait le monde pour enseigner à toutes les banques comment restructurer leurs entreprises afin de profiter des nouveaux produits financiers créés par le banquier Louis Ranieri. Si vous voulez une bonne introduction ou un cours accéléré sur la crise économique, regardez The Big Short. Il propose un cours accéléré et divertissant sur le sujet. Si je vous l'explique maintenant, vos yeux vont se voiler comme si vous aviez tiré sur le plus gros banque du monde. En résumé, Ranieri a évité d'attribuer la responsabilité des mauvais prêts hypothécaires à quiconque. Les banques ont offert d'importantes primes aux courtiers pour générer un maximum de prêts hypothécaires. Que possible. Et ces courtiers visaient les clients no income, no job or assets. Ce ne sont pas des gens formés au ninjutsu, ce sont des personnes sans revenus, sans emploi ni actifs.
et ils leur ont fait signer des prêts hypothécaires prédateurs qu'ils savaient que le client ne pourrait pas rembourser, mais ils s'en fichaient parce que ces mauvais prêts hypothécaires, qui n'allaient clairement pas être remboursés, étaient vendus comme des produits financiers sur le marché libre à d'autres personnes et présentés comme des investissements sûrs par des agences de notation corrompues. McKinsey a décentralisé les structures bancaires après avoir publié plusieurs articles et rapports critiquant la régulation, menant à sa déréglementation. Cela a permis aux banquiers de bas niveau et aux courtiers en prêts hypothécaires d'agir de manière indépendante en accordant des prêts et des hypothèques à tout le monde sans aucune supervision de qui que ce soit. Ils ont poussé les banques à proposer d'importantes primes pour émettre ces hypothèques. Davantage d'hypothèques vendues augmentaient le cours de l'action, ce qui, grâce à McKinsey dans les années 60, menait à de plus fortes primes pour les dirigeants. Si vous souhaitez obtenir un prêt, il peut être aussi simple d'en faire la demande que de décrocher le téléphone. Appelez Continental Illinois au 0-800-841-8000 pour demander un prêt. Et faites-le dès maintenant. Pendant une pub à la télé, Continental Illinois propose des prêts aux emprunteurs qualifiés. La Continental Bank de Chicago existait depuis l'époque de la Grande Dépression, et comme d'autres banques, elle somnolait chaque jour, jusqu'à ce que McKinsey débarque et leur donne un nouveau cadre de structure d'entreprise, qui porte un nom tellement cliché qu'il a fallu vérifier s'il était vrai. Gestion matricielle. Ce cadre avait bien fonctionné chez un client précédent, Citibank, quelques années plus tôt. Quelques années après avoir suivi ce conseil, Continental a soudainement accru ses activités. Et en 1981, c'était le plus grand prêteur industriel des États-Unis. Le cours de l'action a grimpé en flèche, tout comme la rémunération des dirigeants. La nouvelle structure, supprimant la responsabilité et offrant plus de liberté aux employés, a permis à un banquier d'accorder $1 milliard de mauvais prêts dans l'énergie. Quand l'économie a ralenti à la fin des années 80, Continental a eu des problèmes connus de tous. Les déposants ont alors retiré $10 milliards craignant la faillite de la banque. Cela est devenu une prophétie autoréalisatrice et finalement, la banque est effectivement devenue insolvable. La banque a finalement reçu un plan de sauvetage massif de plusieurs milliards de dollars du gouvernement, financé par les contribuables. C'était la plus grande faillite d'entreprise de l'histoire américaine jusqu'à Enron. C'est surprenant de voir combien de fois les partisans d'un gouvernement limité et de moins de socialisme accourent soudain vers Oncle Sam pour solliciter son aide quand leur argent disparaît. Vous voyez, ils ne sont pas vraiment contre le socialisme. Ils sont simplement contre le fait que vous receviez du socialisme. En fait, ils adorent ça. Pourquoi ? Un homme appelé John Little, qui recevait des pots de vin pour avoir accordé ses mauvais prêts, et s'en est sorti grâce à la nouvelle structure d'entreprise, qui lui permettait de travailler de manière indépendante. Fait amusant, le terme « trop gros pour faire faillite » a été inventé à cause de cet incident, orchestré par McKinsey. Au début des années 80, quand le Guipor a pris le pouvoir et a poussé le capitalisme à consommer beaucoup de méthamphétamine et à brûler de nombreuses réglementations bancaires, ce qui a permis aux banques d'investir l'argent des déposants et des fonds qu'elles ne possédaient pas, ce qui était interdit depuis avant la Grande Dépression, l'une de ses principales causes. McKinsey n'aurait pas rêvé meilleur président, suivi par Bill Clinton, encore meilleur. McKinsey a recruté Lowell Bryan pour diriger un nouveau département bancaire. Bryan a apporté avec lui une idée qui allait devenir essentielle. Il a observé le travail de Louis Ranieri sur les prêts hypothécaires et compris que la titrisation pouvait s'appliquer à tout type de prêts, pas seulement aux hypothèques. Prêts étudiants, automobiles, dettes de cartes ou médicales, tout ce que vous voulez. Vous pouviez tout regrouper et ensuite en vendre des morceaux, exactement comme il l'avait fait avec les hypothèques. Bryan et deux collègues ont commencé à écrire sur la titrisation des dettes pour rendre l'idée plus attrayante. Ils ont rédigé un article cité par la Réserve fédérale, influençant la politique et l'opinion sur la titrisation, ce qui lui a donné de la légitimité. En 1980, lorsque l'idée a commencé à prendre forme, le marché des actifs titrisés s'élevait à environ $100 millions. En 1991, il atteignait $1000 milliards. 1000 milliards de prêts douteux, cartes de crédit, financement auto, dette médicale, hypothèque. En 2007, juste avant le krach, ce chiffre était de 27 000 milliards de dollars, soit 2 fois le produit intérieur brut des États-Unis.
C'est en janvier 2007 que Michael Bloomberg et le sénateur Chuck Schumer ont présenté une étude de McKinsey qui avertissait que New York allait être dépassé par Londres en tant que capitale financière mondiale parce qu'il y avait trop de régulation et que cela étouffait l'économie. Imaginez sérieusement avancer l'argument que Londres a moins de régulation que les États-Unis. C'est l'un des marchés les plus réglementés au monde. Quelques mois plus tard, en août 2007, l'Armageddon financier a commencé. Donc, presque tout là-bas a été complètement anéanti et le Nasdaq, tout et même plus, a été complètement anéanti. Les traders du Dow Jones sont là, debout, regardant avec stupéfaction. Je ne leur en veux pas. 676 points de baisse. Au sujet des alertes financières d'Armageddon émises par McKinsey. Si vous ignorez qui est Enron, je suppose que vous êtes plus jeune qu'un Backstreet Boy, car au début des années 2000, Enron était déjà un mème, avant même l'existence des mèmes. Je crois que le seul endroit qui me reste, c'est le manège des rêves brisés. Ah, tu parles du manège Enron? Allons-y. On va tous devenir riches. On a fait match nul. Il y a un excellent documentaire sur Enron appelé « Enron, les types les plus brillants de la pièce ». Ce documentaire explique comment les dirigeants ont vidé Enron, ruiné une entreprise de plusieurs milliards et détruit les économies de milliers d'employés. Je ne vais pas détailler autant que pour d'autres incidents. Regardez simplement le documentaire sur Amazon, il est excellent. Mais attendez une seconde. Qui étaient exactement ces dirigeants qui ont provoqué la plus grande faillite depuis la Continental Bank? Ces trois enfoirés, Andy Fastow, Ken Lay et Jeff Skilling, sont les abrutis qui ont tout foutu en l'air. Avant qu'Enron ne devienne Enron, c'était une simple entreprise de fourniture de gaz naturel et de pétrole dirigée par Ken Lay, qui était le président-directeur général à l'époque. Lay n'était pas étranger aux pratiques douteuses, car sous sa direction, il cachait les pertes dans un second groupe de sociétés d'investissement secrètes. Lay, bien qu'il ne supervisait pas directement les traders ni la situation, a choisi de ne pas les licencier après la découverte des enquêteurs. Oh, Ken Lay, au lieu de les licencier, Lay leur a envoyé un téléx leur demandant de continuer à gagner des millions pour nous. C'était un signe précoce qu'Enron et Lay étaient prêts à prendre des risques et enfreindre la loi. Quand Lay est devenu président-directeur général d'Enron, il a installé le siège au Texas, où il résidait avec ses amis George Herbert Walker Bush et George W. Bush. En fait, il était tellement proche des deux qu'il les a aidés dans leur campagne électorale. Mais avant les Bush, Lay était déjà très engagé en politique et a joué un rôle majeur dans la déréglementation initiale des marchés de l'énergie. Mais c'est son disciple, Jeff Skilling, qui a vraiment tout accéléré. Skilling a restructuré l'entreprise de façon très compartimentée dès son arrivée. Il a donné plus de liberté aux personnes plus bas dans la hiérarchie. Il leur a donné de l'autonomie. Il a aussi instauré la procédure Rankum and Yankum, où les employés s'évaluaient chaque année et les 10% moins bien classés étaient renvoyés. Cela semble familier. Son idée principale était de titriser les marchés de l'énergie comme Ranieri l'avait fait pour les prêts hypothécaires et Bryan pour d'autres crédits à la consommation. Si tout cela vous semble être quelque chose que McKinsey aurait fait, eh bien c'est parce que l'ancien employeur de Jeff Skilling, c'était McKinsey. Regardez comme je suis choqué. Sous la direction de Jeff Skilling, Enron s'est développé et a construit des centrales électriques partout dans le monde, notamment en en Inde. Enron et ses partenaires ont prévu de construire pour 20 milliards de dollars de centrales électriques en Inde, avec un accord où le gouvernement indien paierait 90%. Cependant, en 1996, lorsque le parti au pouvoir a été évincé, les nouveaux arrivants ont décidé que c'était trop cher et ont simplement arrêté la construction, laissant Enron avec une perte d'1 milliard de dollars dans ses comptes. Skilling a fait venir Andy Fastow, qui a poursuivi la fière tradition d'Enron de dissimuler les pertes dans des sociétés offshore secrètes. On ne peut pas cacher les pertes éternellement. Il devait en générer des bénéfices pour couvrir les pertes. En 1996, le gouverneur républicain de Californie,
soutenu par le Sénat républicain et influencé par Enron, a déréglementé les marchés de l'énergie. Enron est alors progressivement devenu le principal fournisseur d'électricité de Californie. Ils étaient le fournisseur d'électricité dans un marché non réglementé où ils négociaient également de l'électricité pour réaliser des profits. Et ça, c'est un putain de problème. Ça a débuté à midi, touchant tout l'État. Sacramento, San Francisco, Beverly Hills, Long Beach, San Diego. Des kilomètres de lignes électriques en Californie, assez pour entourer la Terre. Pour le deuxième jour, il manquait d'électricité dans le plus grand État d'Amérique et la 6e économie mondiale. Quand les coupures de courant tournantes ont commencé en Californie, il y avait clairement beaucoup d'agitation dans l'air. C'était quelque chose de nouveau. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais rencontré auparavant. C'était comment cet événement va-t-il affecter le prix de l'électricité? Le gouverneur démocrate Gray Davis avait plafonné le prix de l'énergie pour maintenir le coût pour les consommateurs à un niveau bas. Enron a alors provoqué des coupures de courant. En effet, les coupures de courant tournantes en Californie fin 90 n'étaient vraiment pas dues aux démocrates, mais à Enron. Les traders d'Enron achetaient régulièrement de l'électricité au prix plafonné plus bas dans l'État, puis la transféraient hors de l'État pour la vendre à des prix plus élevés. En conséquence, l'énergie qui aurait dû alimenter la Californie a été envoyée hors de l'État. Maintenant, si cela vous semble louche, eh bien vous vous trompez, ce n'est pas louche. C'est absolument illégal. Mais personne ne l'a découvert avant bien plus tard, lorsque des conversations secrètement enregistrées des traders d'Enron sur le parquet ont été révélées. Et ce n'était vraiment pas agréable à entendre. Alors on exporte comme des malades. Tu deviens riche, j'essaie. On connaît toutes les importations de Californie. On connaît toute la cargaison de Californie et on devient gâté. Je vais te trouver de l'argent. Tu dis avoir un peu peur ou en faire trop, je suis d'accord. Ce sont deux traders, TRADERS. Voici ce qu'ils disent. On a surchargé la ligne de transmission. Nous détenons les droits et avons dit aux compagnies d'électricité de Californie, payez si vous voulez utiliser la ligne. Le temps qu'ils acceptent de payer notre prix, les coupures de courant tournaient déjà en Californie et le prix de l'électricité a explosé. Salut, c'est David d'Enron. La demande d'électricité est quasi nulle. Si on l'arrête, pourriez-vous la redémarrer dans 3 ou 4 heures, ça? Oh oui, pourquoi ne pas simplement l'arrêter alors, si ça vous va? D'accord. Je veux que vous fassiez preuve d'un peu de créativité. D'accord. Et que vous trouviez une raison pour arrêter, comme une sorte de panne forcée. Voilà. Ces gars-là, d'un simple geste, pouvaient tirer l'économie de la Californie par la laisse quand ils le voulaient, et ils l'ont fait, et ils l'ont fait, et ils l'ont fait, et ils ont gagné tellement d'argent. L'approvisionnement suffirait largement au bon prix, évidemment. Ce n'était pas uniquement Enron. Toutes les entreprises ont suivi les règles fixées par la Californie. Et où est l'avenir d'Enron? Et on fait putain de 500 millions de dollars pour un Ron. Tu peux croire ça? Oui, on prendra sûrement notre retraite avant 30 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un incendie sous la ligne principale. Ça a été retardé de 45 à 2000 cents. Brûle, bébé, brûle. Ça, c'est une chose magnifique. Les compagnies d'électricité californiennes pourraient couper le courant à des millions de clients. C'est la chose la plus cool que j'ai faite depuis longtemps. Ouais, il faut aimer l'Ouest. Au plus fort de la panne de courant de mercredi, les pompiers ont dû libérer des personnes coincées dans des ascenseurs. C'est un peu difficile de dire, eh bien, on ne devrait pas faire ça, même si c'est autorisé, parce que tu sais, c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Le mieux serait qu'il y ait un tremblement de terre, laisse tomber ça. Flotter jusqu'au Pacifique avec des putains de bougies. Et je vais récupérer les 9 milliards de dollars qu'Enron, Dynergy et Reliant nous ont volés, et je vais vous les rendre. Davis menait un combat perdu d'avance. Le régulateur de l'État était républicain. Le Sénat était républicain et Enron un grand donateur du Parti républicain. Le président d'Enron était le meilleur ami des présidents républicains. Au milieu de la crise, le futur gouverneur républicain Arnold Schwarzenegger a même profité de l'occasion pour marquer des points contre Davis pendant la campagne, en lui attribuant toute la responsabilité.
Gray Davis a supprimé des opportunités et maintenant il est temps que nous supprimions Gray Davis. Tout en rencontrant secrètement Kenley d'Enron en même temps pour tenter de mettre fin à une enquête sur leurs pratiques douteuses. La Californie a été sauvée et les prix comme la production d'électricité sont redevenus normaux quand Skilling et Enron ont compris que leur comportement était mauvais et contraire à l'éthique. Je plaisante, tout n'est vraiment redevenu normal qu'après la faillite d'Enron, quand ils n'avaient plus de contrôle sur le marché. Mais même la faillite d'Enron n'était pas normale non plus. Vous voyez, Lay, Skilling et Fastow avaient tous encaissé leurs stock options, qu'ils avaient empêché leurs employés de vendre, empochant chacun quelques centaines de millions de dollars au passage. Ils ont vendu quand l'action était à son plus haut niveau historique, et elle était à ce niveau parce que le marché ne savait pas que la société cachait 72 milliards de pertes dans des sociétés écrans secrètes. Fastow, Skilling et Lay le savaient, rendant leur vente d'actions un délit d'initié. Pour les gens de la classe ouvrière qui travaillaient chez Enron, on les avait encouragés à placer toutes leurs économies, les fonds universitaires de leurs enfants, leurs primes, leurs plans de santé, tout dans les actions Enron. Quand l'action s'est effondrée, ils ont perdu leur emploi, leur maison, tout. Certaines personnes ont même perdu la vie. Jeff Skilling a gagné 174 millions de dollars. Kenley a gagné 659 millions de dollars. Kenley est décédé d'une crise cardiaque avant son procès. Sa femme a déclaré que les 600 millions de dollars n'ont jamais été récupérés. Où est passé cet argent? Il a disparu. Il a disparu, plus rien ne reste. Bien sûr que si. Skilling a écopé de 24 ans de prison et d'une amende de 40 millions. Mais Kinsey, qui a été payé 10 millions par an pendant 10 ans par Enron en honoraires de conseil, n'a pas été poursuivi. Tu te souviens, en 2020, quand c'est arrivé? Merci de rester avec nous. Un virus similaire au syndrome respiratoire aigu sévère est décédé à l'hôpital de Lille. Covid-19, eh bien, le Royaume-Uni est maintenant en confinement total. Au début de la pandémie, le Royaume-Uni a décidé de créer une application afin que lorsque les gens passaient un test Covid, leurs résultats apparaissent sur l'application et celle-ci leur disent immédiatement soit de s'isoler pour ne pas infecter d'autres personnes, soit qu'ils allaient bien. Ils pouvaient continuer. Normalement, ce genre de choses se ferait via l'application du Service national de santé. C'est une application gouvernementale accessible à tous les inscrits chez un généraliste au Royaume-Uni. Mais à la place, le département gouvernemental chargé du dépistage et du traçage, dirigé par une femme appelée Daido Harding, a choisi de créer une toute nouvelle application, complètement séparée de l'application du National Health Service. Ce serait plus cher, car ce serait une nouvelle application. Ce serait aussi plus difficile, peut-être. Ce n'aurait pas été le meilleur choix face à une pandémie qui se propageait rapidement. La stratégie de traçage et de suivi du Covid au Royaume-Uni a été désastreuse. Le Royaume-Uni comptait déjà des milliers d'administrateurs du National Health Service, connaissant les patients, qui auraient pu contacter ces derniers ou mettre à jour les dossiers. Il avait aussi des contrats publics pour les équipements de protection individuelle qui pouvaient être renforcés pour fournir au personnel médical ce qu'il fallait. Et alléger la pression sur les hôpitaux et leur personnel, mais au lieu de simplement augmenter les contrats et services existants qui avaient un temps déjà été vérifiés. Harding, membre du Parti conservateur, a attribué d'énormes contrats gouvernementaux à de toutes nouvelles entreprises non vérifiées qui appartenaient à des donateurs du Parti conservateur ou à des membres du Parti conservateur. Au Royaume-Uni, les contrats gouvernementaux sont généralement vérifiés. Premièrement, pour s'assurer que le candidat est adapté, et deuxièmement, pour vérifier que le candidat peut réellement faire ce qu'il prétend pouvoir faire et que le meilleur prix a été obtenu grâce à un appel d'offres concurrentiel. Pendant la Covid, le gouvernement conservateur a créé une voie « Very Important Person » secrète, dans laquelle aucune de ces vérifications n'a eu lieu. Nous avons reçu des kits de tests Covid défectueux, fournis par Randox, qui employait le député conservateur Owen Paterson comme consultant. Une société de finances offshore, experte en trading de devises, a reçu 252 millions de livres pour fournir des masques médicaux, dont la plupart étaient défectueux et inutilisables. Une entreprise appelée P14 Medical a reçu 2 contrats d'une valeur de 140 millions de livres pour fabriquer et livrer des équipements de protection individuelle.
et a simplement importé des équipements de protection individuelle de qualité inférieure depuis la Chine qui étaient inutilisables. Son directeur était le conseiller conservateur Steve Deschamps, ou Deschamps, je ne sais pas comment on prononce son nom. Et Test and Trace a attribué un contrat de 410 millions de livres à une entreprise appelée Serco, qui avait déjà été condamnée 2 fois à une amende par le Bureau britannique de la répression des fraudes pour des pratiques douteuses. Ils ont embauché un groupe de travailleurs non formés sous contrat 0 heure pour effectuer leur procédure, au lieu de travailleurs qualifiés, formés et expérimentés. Le directeur de Serco était le frère du député conservateur Nicholas Solms. L'application Test and Trace n'a pas prévenu 25% des patients positifs au Covid de leur isolement à respecter. L'application a été conçue pour diminuer et contrôler la propagation du virus en tenant les gens informés. Le virus, à l'époque, avait un nombre R 0 de 0,3, ce qui signifiait que chaque patient infectait 0,3 personnes de plus. Après la création de l'application, ce chiffre est passé à 0,7. Quelques semaines avant ce fiasco, une société de conseil a évalué l'application Test and Trace comme excellente, recevant $1 million pour cela. Cette société ? McKinsey. Pourquoi McKinsey serait-elle impliquée dans les soins médicaux britanniques ? Peut-être parce que l'ancien employeur de Dido Harding était McKinsey. Est-ce que ça fait beaucoup d'informations ? Est-ce que les yeux se brouillent ? Vous vous ennuyez ? Je ne vous en veux pas. C'est une longue histoire et c'est surtout lié aux affaires, ce qui n'est pas vraiment des prostituées et des flingues. Enfin, je suis sûr qu'il y avait beaucoup de prostituées pour Sega Solar, mais pas ici sur cette chaîne. Alors profitons-en pour nous faire un café, ou si vous êtes britannique comme moi, une tasse de thé et faisons une petite pause. Salut, bienvenue à nouveau. McKinsey a joué un rôle majeur dans la déréglementation financière, menant à la grande récession de 2008. Le traitement choquant des enfants migrants lors d'une crise à la frontière, les coupures de courant en Californie, les 2 plus grandes faillites d'entreprises de l'histoire américaine. La culture effrénée des licenciements pour augmenter les primes des dirigeants. L'infection et la mort de milliers de patients britanniques atteints du Covid, en plus du détournement de 37 milliards de livres d'argent public vers des entreprises privées jugées illégales par les tribunaux. Et la corruption de responsables sud-africains pour obtenir des centaines de millions de dollars en honoraires de conseil. Même si tout cela semble vraiment grave, ce n'est toujours pas la pire chose que McKinsey ait jamais faite. Avant 1980, les médecins hésitaient beaucoup à prescrire des analgésiques opioïdes pour autre chose qu'une douleur aiguë. Les médecins avaient peur de répéter les erreurs du passé. En 1880, la dépendance aux opioïdes devient un problème majeur. La médecine était à des années-lumière de là où elle en est aujourd'hui. L'aspirine n'existait pas encore. Pour la douleur, seule la morphine, découverte par un chimiste en 1804, était disponible. Elle avait commencé à être largement utilisée en raison du fait qu'elle était, et reste encore aujourd'hui, la référence en matière de soulagement de la douleur. Pendant la guerre de sécession, on rapporte que 400 000 soldats ont développé ce qu'ils appelaient la maladie du soldat. Aujourd'hui, nous appelons cela la dépendance à la morphine. En raison de son utilisation répandue et incontrôlée, cela s'est produit. En 1914, le gouvernement en a restreint l'utilisation uniquement sur ordonnance. C'est pourquoi le graphique chute soudainement à nouveau, mais le problème persistait toujours. Mais au moins, cela en valait la peine, car c'est à ce moment-là que Bayer a inventé un nouveau médicament merveilleux pour guérir les gens de la dépendance à la morphine, l'héroïne. Je sais ça, c'est fou, non ? Qu'à un moment de l'histoire, on nous a fait croire que l'héroïne guérissait les gens de la dépendance à la morphine. Je suppose que c'était le cas, mais ça te donnait juste une dépendance à l'héroïne à la place. Elle a été commercialisée et vendue par Bayer comme un... Il disait aux gens de l'utiliser pour la toux, les maux de tête et le rhume. Ils l'ont même présenté comme un médicament pour enfants. Comme vous pouvez l'imaginer, les taux d'utilisation, de dépendance et de mortalité ont tous commencé à augmenter. Anecdote, l'héroïne était peu utilisée aux États-Unis avant 1919,
Mais lorsque Bayer a perdu les droits de marque sur le médicament après que l'Allemagne a perdu la Seconde Guerre mondiale, soudainement son utilisation a explosé aux États-Unis parce que ce sont désormais les entreprises pharmaceutiques américaines qui en tiraient profit. Après les années 1940, les gouvernements ont collectivement sévi assez durement contre l'héroïne. La consommation a donc fortement chuté. De nombreuses campagnes nationales et internationales ont aussi montré la dangerosité et l'addiction à cette drogue. Les taux d'utilisation ont de nouveau augmenté après la guerre du Vietnam. Car, comme auparavant, de nombreux soldats sont revenus dépendants, mais ils ont de nouveau diminué pendant assez longtemps, car les gens étaient conscients à quel point l'héroïne et la morphine étaient vraiment terribles et néfastes. Puis en 1981, une toute petite lettre a été détournée et présentée à tort comme une véritable étude scientifique. Purdue Pharma s'est servi de cela pour justifier et légitimer l'utilisation de leur médicament Oxycontin, un médicament qui est 2 fois plus puissant que la morphine pour les douleurs légères et modérées. Ils ont dit aux gens qu'ils pouvaient l'utiliser pour les maux de tête, douleurs dentaires, orteils meurtris, maux de dos après s'être étiré ou quand un collègue agaçant ne part pas. Pratiquement pour tout. Maintenant, si vous voulez connaître tous les tenants et aboutissants de comment et pourquoi cela s'est produit, je vous recommande fortement de regarder la série Dopesick. C'est une dramatisation intéressante des faits réels. Et elle couvre le sujet de manière extrêmement approfondie. Il y a aussi un livre si tu ne veux pas regarder la série. Il explique comment Purdue a développé le médicament, l'a commercialisé et comment ils ont réussi à le faire approuver par les autorités de régulation. Ce que tu ne verras pas dans cette série, ni dans aucune autre émission ou documentaire sur ce sujet, c'est comment McKinsey était impliqué. Mais ne t'inquiète pas. Je vais t'expliquer. McKinsey a rejoint Purdue en 2004, mais ils étaient déjà impliqués dans l'épidémie d'opioïdes. 5 ans plus tôt, lorsqu'ils ont conseillé Johnson & Johnson sur les ventes du patch antidouleur Duragesic, à base de fentanyl. McKinsey a recommandé de cibler les patients à haut risque d'abus et d'inciter les médecins à prescrire des patchs de fentanyl plutôt que d'autres opioïdes moins puissants. Ils leur ont littéralement dit de conseiller aux médecins qui donnaient du cocodamol aux patients de le remplacer par du fentanyl à la place. Et j'aimerais pouvoir illustrer à quel point c'est vraiment complètement fou. C'est comme remplacer la caféine par de la méthamphétamine. Cela a finalement conduit Johnson & Johnson à être jugé par l'État pour avoir influencé une crise sanitaire avec un marketing trompeur autour du médicament. Ils ont accepté de payer 5 milliards de dollars pour régler l'affaire. McKinsey n'a subi aucune sanction et n'ont été que vaguement liés à l'affaire des années plus tard par les médias. Leur conseil à Purdue était encore plus délirant. Purdue faisait déjà l'objet d'une enquête au moment où McKinsey est arrivé et prédisait des eaux troubles. Au départ, McKinsey a été engagé pour contenir les réactions publiques des groupes de parents qui protestaient contre l'utilisation de l'Oxycontin après que leurs enfants en soient point morts. Le conseil de McKinsey était simple. Utilisez les consommateurs et les personnes dépendantes à l'Oxycontin existant et payez-les pour qu'ils participent à du matériel promotionnel afin de dire à quel point le médicament est utile et sûr. Ils ont aussi conseillé de lancer un concours pour motiver la force de vente à démarcher les médecins, stocker le médicament et augmenter les ventes. Cela a très bien fonctionné. Enfin, Purdue a accepté avec la Food and Drug Administration de reformuler le médicament pour limiter les abus. McKinsey les a aidés à faire accepter la proposition de la Food and Drug Administration. Et c'est ce qui s'est passé. Comment le savaient-ils? Vous le verrez bientôt. Avec le temps, le problème est devenu plus public. Les pharmaciens ont refusé de stocker l'Oxycontin, quel que soit le dosage, car ils subissaient trop de cambriolages de personnes cherchant à voler le médicament. Alors que les ventes commençaient à chuter, Purdue s'est de nouveau tourné vers McKinsey. Cette fois, leur recommandation était d'offrir aux pharmacies des remises pour les cas de dépendance et de surdose afin de les encourager à continuer de stocker le médicament. 6 000 $ par patient pour les dépendances et 14 000 pour les décès par surdose. Au cas où vous vous poseriez la question, c'est la valeur en dollars par personne que McKinsey a attribuée comme incitation aux pharmacies pour accrocher les gens aux opioïdes et les tuer.
ils ont recommandé de meilleures incitations pour les médecins les plus enclins à prescrire, accentuant le phénomène des médecins usines à pilules. Quand les vrais médecins refusaient de rendre leurs patients dépendants aux opioïdes et interdisaient l'accès aux représentants pharmaceutiques, ceux-ci visaient alors les infirmières prescriptrices. Comme elles étaient moins bien payées que les médecins, on pensait qu'elles prescrivaient plus et étaient plus vulnérables aux techniques d'orping de vente. Le plus grand fournisseur d'ordonnances et ordonnances était Walgreens, qui malheureusement avait eu des ennuis après avoir admis avoir enfreint la loi en ne surveillant pas correctement les prescriptions et avait donc commencé à les restreindre. Ils ont donc essayé de convaincre Walgreens d'autoriser l'envoi direct d'ordonnances par courrier aux patients dans le besoin. Cette idée insensée va revenir plus tard dans une autre histoire, ce qui permettrait de contourner certaines des méthodes de surveillance qui avaient été récemment mises en place à la suite du problème rencontré par Walgreens. McKinsey a assuré à Purdue que cela allait dynamiser leurs ventes. Une semaine après avoir conseillé Purdue et d'autres entreprises pharmaceutiques, McKinsey a obtenu un contrat de 2,6 millions pour conseiller la Food and Drug Administration, l'organisme de régulation des médicaments sur ordonnance, y compris, mais sans illimité, l'Oxycontin. Le contrat visait à créer une nouvelle gestion pour la Food and Drug Administration. Cela leur donnait accès à ceux pouvant faciliter ou compliquer la vie de Purdue. Ils jouaient sur les deux tableaux. En fait, ils jouaient sur 3 tableaux. Parce qu'il y a une chose que j'ai laissée de côté, qui figure dans ce graphique, dans l'exemple qu'ils utilisent pour le scénario de remise, c'est CVS. CVS compte aussi parmi les principaux clients de McKinsey. Il recommandait à un client de verser des incitations à un autre, puis conseillait un troisième sur comment empêcher les 2 premiers. Maintenant, je ne sais pas si Purdue était au courant que McKinsey était payé pour travailler contre eux. Mais je suppose que non, puisque McKinsey a tendance à garder sa liste de clients vraiment super secrète. McKinsey, lorsqu'ils ont été ensuite enquêtés, ont essayé de prétendre qu'ils n'étaient pas au courant des problèmes liés à ces conseils et qu'ils faisaient simplement ce pourquoi ils avaient été engagés. L'exécution, pas la politique, souvenez-vous. Mais ce mensonge est devenu évident après la fuite d'un email. Le président des opérations pharmaceutiques nord-américaines de McKinsey, Martin Elling, a suggéré de détruire des documents en cas d'enquête. 600 000 personnes sont mortes à cause de ces ventes dopées. Ces ventes accrues ont créé des millions de toxicomanes aux opiacés qui, après la restriction de l'oxy, se sont tournés vers l'héroïne et le fentanyl. Ces ventes accrues ont provoqué une hausse de 25% de la criminalité violente dans tous les domaines. Et ces ventes dopées finiraient par forcer Purdue, mais pas les Sackler qui en étaient un propriétaire, à déclarer faillite à cause des énormes recours collectifs auxquels ils faisaient face. Cela a rapporté à McKinsey 84 millions de dollars en honoraires de conseil sur 10 ans, même s'ils ont finalement dû verser 640 millions de dollars pour régler des réclamations de différents États américains pour leur rôle dans la crise, tout en protestant publiquement qu'ils n'avaient rien fait de mal. Attends. Tu ne pensais pas qu'ils allaient simplement en rester là, n'est-ce pas ? Non. Ne ratant jamais une occasion, McKinsey a exécuté le fameux double jeu classique de McKinsey et s'est retrouvé payé pour conseiller différents groupes afin d'aider les toxicomanes aux opiacés et les centres de traitement. Ils étaient prompts payés pour aider à nettoyer le désordre qu'ils avaient créé, tout en étant également payés pour le provoquer. Valent était comme beaucoup d'autres entreprises pharmaceutiques. Ils investissaient dans des centaines de millions en R&D pour développer et vendre de nouveaux médicaments. Le médicament ribavirine, qui est maintenant le traitement standard pour l'hépatite C, est l'un de ces médicaments. Il se débrouillait plutôt bien, pas incroyable, mais assez bien. Le président directeur général accusé de harcèlement sexuel a démissionné. Le cours de l'action à l'époque était de $13,24. Peu de temps après, Valeant a nommé un homme appelé Michael Pearson au poste de président directeur général. Pearson est arrivé aussitôt avec une stratégie spécifique. Il a restructuré la rémunération des cadres afin qu'elle soit liée à la performance de l'action plutôt qu'à un salaire fixe.
Il y avait aussi d'énormes primes si l'action atteignait certains objectifs avant des dates précises. Les primes étaient en perdu, n'est-ce pas? Il y avait une forte motivation à faire monter rapidement le cours de l'action. Pearson a aussitôt décentralisé l'entreprise, donnant plus d'autonomie à chaque département, puis réduit les effectifs de 10%. Je vous laisse deviner son ancien employeur, McKinsey. Pearson a aussi recruté Robert Roselio comme directeur financier, qui avait également conseillé Purdue Pharma. En 7 ans, le cours de l'action est passé de 13 $ à 252 $ par action, une progression incroyable qui a encouragé l'investisseur milliardaire Bill Ackman à investir 4 milliards dans l'entreprise. D'un côté, cela aurait pu être dû au travail acharné, à des décisions commerciales avisées, à une solide détermination et à une bonne éthique de travail. Oui, bien sûr que non. Le fait est que les riches tiennent absolument à ce que nous croyions qu'ils sont simplement plus intelligents que nous, et que c'est comme ça qu'ils sont devenus riches. En réalité, cela suppose souvent des comportements douteux et d'échapper à la détection. Pearson a simplement procédé en achetant toujours plus d'entreprises. Au cours de ces 7 années, depuis qu'il a pris la tête, Valeant a acquis plus de 100 entreprises dépensant 30 milliards de dollars qu'elle n'avait pas. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que l'entreprise manquait de liquidité, alors elle a utilisé énormément de dettes contractées via des prêts d'entreprise pour acheter des sociétés. Ensuite, elle a regroupé tous ces prêts d'entreprise en un seul actif titrisé. McKinsey adore vraiment faire ça, puis elle en a vendu des portions. Donc des portions de cette énorme pile de dettes fragiles à des investisseurs pour lever encore plus de liquidités. Maintenant, quand je dis investisseurs, je ne parle pas de gens comme Elon Musk ou d'autres milliardaires. Vous savez, des personnes pour qui perdre de l'argent n'a pas vraiment de conséquences parce qu'ils sont incroyablement riches. Ils l'ont surtout vendu à des fonds de pension publique. Donc si cette dette n'était pas remboursée, ce seraient des gens ordinaires qui perdraient leur argent. Pas les banques qui ont accordé le prêt ou l'entreprise qui a contracté le prêt, ce qui est exactement le même problème qui a mené à la crise financière de 2008. Alors comment ont-ils fait grimper le prix aussi haut? Simple, ils ont ciblé des entreprises qui détenaient des médicaments en situation de monopole, c'est-à-dire un médicament qui détient un monopole sur le marché. Et ils ont fait monter le prix encore plus haut que Hugh Jackman pour une nouvelle vidéo d'exercice appelée « Se faire secouer avec Jackman ». Hugh, si tu voles ce titre, reconnais au moins ça. Pour être clair, c'était une arnaque sur les prix. Ils faisaient ça. Comme avec le médicament Cyprien qui est utilisé pour traiter la maladie de Wilson, et dont le prix est passé d'un montant déjà exorbitant de 650 $ par mois à 21 000 $ par mois. Je sais, pas vrai. Ils rachetaient ces entreprises, licenciaient toute la R&D, puis augmentaient le prix du médicament principal d'au moins 400% à chaque fois. C'est le capitalisme vautour dans sa pire forme, mais ce n'est pas tout. Ils ont également acquis Philidor, un service spécialisé dans la livraison de prescriptions par correspondance. Le but de ces services de prescription par correspondance est de stocker et de distribuer des médicaments qui ont des exigences de stockage complexes, ou pour des affections graves comme la polyarthrite rhumatoïde ou les médicaments contre le cancer, mais Valeant utilisait Philidor pour distribuer des versions incroyablement coûteuses de ses propres médicaments non essentiels à la place. Des produits qui sauvent des vies, comme une crème antifongique pour les ongles ou des médicaments contre l'acné. Voyant que Philidor délivrait ces médicaments très coûteux mais non essentiels, les assurances ont commencé à refuser les ordonnances, pensant à juste titre qu'il s'agissait d'une arnaque. Je ne sais pas si quelqu'un est au courant, mais une chose que les compagnies d'assurance détestent faire, c'est payer pour quoi que ce soit. Absolument rien. À ce stade, Valeant pratiquait déjà la hausse abusive des prix, la falsification d'ordonnances de médecins et la fraude à l'assurance maladie, alors pourquoi ne pas ajouter quelques crimes de plus à la liste? Ils ont donc créé des tonnes de fausses petites pharmacies à l'apparence familiale et ont commencé à délivrer les mêmes médicaments hors de prix via ces fausses pharmacies à la place. Ils se sont fait prendre car des vendeurs à découvert, affirmant depuis des années que l'action était surévaluée, ont découvert ces ordonnances et remarqué que ces pharmacies portaient des noms de romans de Stephen King, donc probablement non authentiques.
Dans le Delaware, un avocat a enregistré 70 pharmacies différentes. Un membre de mon équipe y va et demande « Ce n'est pas un personnage de Shining ?» Lorsque cette information a commencé à circuler, en plus de la hausse de prix écœurante, l'action Valiant est passée de 252 à 70, faisant perdre 70 milliards de dollars aux investisseurs dans le processus. Bill Ackman a toujours soutenu que Valiant était solide. Ce qu'il faut retenir pour nous, c'est... Nous avons une grande confiance à la fois dans la direction, en Mike Pearson et dans l'ensemble de l'équipe, ainsi que dans le conseil d'administration. Il a perdu 2,8 milliards sur cet investissement. Pearson a touché 182 millions en rémunération de dirigeants. Il a été contraint de payer 750 000 en amende. Bien que McKinsey n'ait pas été directement impliqué cette fois-ci, le président directeur général et le directeur financier étaient un tous deux d'anciens représentants de longue date de McKinsey. Pearson y est resté pendant 26 ans avant de rejoindre Valiant. Il n'est pas exagéré de dire, au minimum, que McKinsey ne corrige pas ce type de comportement. Mais très probablement, il l'encourage activement. La recherche Google est devenue bien pire que vous ne le pensez. Regardez ça. Disons, comment sécuriser mes données? D'accord, donc 1, 2, 3, 4. 4 publicités. Ce sont tous des liens sponsorisés. Imaginez si, en lançant une de nos vidéos YouTube, je débutais par 4 pubs sponsorisées. En octobre 2024, le youtubeur MrWhoosTheBoss a publié une vidéo sur la recherche Google, affirmant qu'elle semblait non seulement incompétente, mais aussi intentionnellement mauvaise, pour diriger vers des résultats sponsorisés plutôt que organiques. Google a acquis sa domination parmi les moteurs de recherche. Excellent dans un domaine, les résultats de recherche, ils se sont assurés d'être les plus précis et les plus rapides. À tel point qu'on n'appelle même plus ça chercher, on appelle ça Googler. C'est dire à quel point ils ont dominé. L'objectif à l'époque était d'offrir une meilleure expérience utilisateur que toutes les autres entreprises. En revanche, Yahoo se concentrait sur la diffusion de publicités pour gagner plus d'argent. C'est pourquoi certains d'entre vous qui écoutent en ce moment se demandent « C'est quoi Yahoo ?» Google mettait en avant la rapidité d'affichage des résultats directement sur la page de recherche. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Par le passé, Google faisait de nombreuses choses que pour distinguer les publicités des résultats organiques. Parfois, elles étaient dans une boîte jaune surlignée. D'autres fois, elles étaient dans une boîte publicitaire spécifique à droite des résultats de recherche. Parfois dans un carrousel. La seule différence entre une recherche sponsorisée et organique, c'est ceci. Les résultats de recherche sponsorisés ressemblent exactement aux résultats de recherche authentiques, à part un minuscule texte sponsorisé beaucoup moins visible. J'ai eu des problèmes similaires avec Google et YouTube. Une grande partie de mon travail ici consiste à chercher des informations pour vérifier des faits que je pourrais mentionner dans la vidéo. C'est de loin l'étape la plus longue de mon processus de création de vidéos, mais je dirais qu'environ un tiers de ce temps de vérification des faits est consacré à essayer de trouver quelles questions poser au moteur de recherche pour obtenir ce que je cherche. Il donne souvent de mauvais résultats. À tel point que, depuis environ 6 mois, j'utilise le moteur de recherche russe Yandex à peu près aussi souvent que Google. J'ai remarqué que cela me menait plus souvent à l'information voulue que Google, et avec moins d'efforts. 2 raisons expliquent cela. D'abord, Google a un jour modifié ses algorithmes. Dans le passé, il affichait des sites et des informations qui correspondaient étroitement aux termes de recherche que vous utilisiez réellement. Aujourd'hui, il affiche des résultats selon votre historique de recherche. Ce changement vise à empêcher la manipulation du système par le remplissage abusif de mots-clés, comme l'illustre monsieur qui est le patron. Maintenant, le problème avec ça, c'est que si vous faites comme moi, votre historique de recherche est tellement varié et imprévisible qu'il ne peut pas vraiment être utilisé pour prédire ce que vous pourriez chercher. Quand votre historique va de comment parler vietnamien à assembler un PC, en passant par les meurtriers et la fraude d'entreprise, comment pourrait-il deviner ce que je cherche à partir de ça? Pendant la réalisation de cette vidéo, allez la regarder, elle est géniale. Je cherchais le rapport d'accident pour l'avion de Larry quand il s'est écrasé. Je savais qu'il devait exister quelque part, mais je ne savais pas où le trouver.
J'ai cherché ça pendant 3 jours sur Google, avec beaucoup de mots-clés, sans jamais trouver la réponse, donc je pensais que ça n'existait pas. Pourtant, ça existait. Je l'ai retrouvé des mois plus tard sur le site de la Mission du Travail et de la Sécurité aérienne après avoir parlé licence de pilote avec un ami. Google ne m'a jamais mené à cette requête, mais seulement à des articles sur son accident et sa mort, pensant que c'était ce que je cherchais. Ainsi, Google préfère m'envoyer vers un article d'actualité lié où il peut afficher des pubs pour voyage ou abonnement, plutôt que vers le rapport original sans publicité possible. L'avion s'est écrasé et tout le monde est mort. C'était un vieux modèle piloté par un idiot, non certifié pour le piloter. Si tu te demandes pourquoi, regarde la vidéo de monsieur qui était le patron sur ce sujet des mauvaises recherches. Et je mettrai le lien ci-dessous. Eh bien monsieur qui était le patron était tout près de comprendre, mais il n'a pas tout à fait réussi. C'est qu'il avait raison, c'est intentionnel et il y a une raison à la fin de sa vidéo. Il a en quelque sorte laissé Google s'en tirer, vraiment. Et il dit que la raison pour laquelle il ne le répare pas, c'est parce qu'en fait, vous savez, c'est tellement difficile de gérer ces choses-là. Qu'il l'ait fait exprès ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Il a tort. Google a fait cela entièrement intentionnellement. Réponse à 99 questions sur 100, l'argent de 1000, 999 à 2020. Ben Gomez était chargé de faire de la recherche Google le meilleur service possible. Il veillait à ce que les requêtes précises soient retournées rapidement sans se préoccuper des revenus générés. Cela était dû à Larry Page, alors président-directeur général, qui avait séparé complètement les équipes de recherche et de publicité pour qu'elles travaillent indépendamment et ignorent le fonctionnement de l'autre. Larry voulait éviter que l'équipe pub manipule le code pour augmenter les revenus publicitaires. À l'époque, Prabhakar Raghavan était le responsable de la recherche chez Yahoo. Alors que Google se concentrait sur l'expérience utilisateur, Raghavan chez Yahoo voulait augmenter les revenus. Si vous utilisiez Yahoo au début des années 2000, vous vous souviendrez que c'était à peu près aussi amusant que d'utiliser une ponceuse électrique pour se raser les parties intimes. C'était surtout une page publicitaire cherchant à vous rediriger vers une autre, en lien avec votre recherche. Google vous envoyait directement à la réponse. C'est pour ça que tout le monde l'adorait. À son arrivée chez Yahoo, Raghavan a trouvé une part de marché de 30% contre 36% pour Google. Quand Raghavan a quitté Yahoo en 2012, la part de marché était tombée à 13%. Même Bing avait une plus grande part de marché que Yahoo. La recherche de Yahoo était si médiocre qu'ils ont finalement utilisé la licence de Bing. Imaginez être tellement battu par Bing qu'on finit par l'engager pour faire son propre travail. Il est difficile d'insister sur à quel point ce gars-là était mauvais dans son travail. Donc sur cette base, Google l'a évidemment embauché pour une raison. De 2014 à 2019, Larry Page et Sergey Brin se sont progressivement retirés de la vie et du travail exécutif. Plusieurs raisons l'expliquent, mais surtout la surveillance accrue sur les pratiques antisyndicales de Google après le licenciement de 4 employés ayant tenté de former un syndicat. Et des accusations répétées de harcèlement sexuel contre quelques cadres dirigeants, mais pas contre Larry Page et Sergey Brin eux-mêmes. Ces cadres, licenciés pour harcèlement sexuel, ont tout de même touché plusieurs millions en indemnités de départ. Google n'était pas obligé de le faire, car un licenciement pour faute aurait annulé les primes de contrat de toute façon. Ils leur ont volontairement versé des millions de dollars. Alors Larry et Sergey ont décidé de se retirer, et l'homme qu'ils préparaient à prendre la relève était un homme nommé Sundar Pichai. Désolé si j'écorche les noms, je ne parle pas hindi. En 2016, malgré une baisse de 8% des revenus sous Larry et Sergey, Google n'a supprimé aucun poste. Mais lorsque Pichai a commencé à prendre plus d'influence, il a immédiatement annoncé à leurs 186 000 employés en 2018 que 12 000 d'entre eux n'avaient plus d'emploi. Google a aussi supprimé le slogan « Ne soyez pas malveillants » de ses pages au même moment. Pendant tout ce temps, notre ami,
Ben Gomez s'était plaint à plusieurs reprises de l'empiètement constant de l'équipe publicitaire dirigée par Ragavan. Gomez a envoyé un email dans lequel il expliquait comment l'équipe de recherche subissait des pressions pour compromettre la fonction de recherche afin d'augmenter les revenus publicitaires, ce à quoi il s'opposait. Il a énuméré les différentes méthodes de manipulation de l'engagement qui pouvaient être utilisées pour augmenter les revenus publicitaires afin de montrer à quel point c'était néfaste et de souligner que cela ruinerait l'expérience utilisateur, en plus d'être extrêmement contraire à l'éthique. Désactiver le correcteur orthographique, supprimer ou désactiver les étiquettes publicitaires, ou même envoyer intentionnellement un utilisateur vers la mauvaise page pour qu'il refasse une recherche. Cela augmentait le nombre de fois où l'utilisateur atterrissait accidentellement sur la mauvaise page ou recevait une mauvaise réponse, l'obligeant à refaire la recherche et à voir un tout nouvel ensemble de publicités, ce qui augmentait évidemment les revenus publicitaires. De toute évidence, ce lâche a été une sorte de déclic pour Ragavan et Sundar Pichai, car peu de temps après, Ben Gomez a quitté son poste de responsable de la recherche, et Ragavan, le gars qui avait littéralement détruit Yahoo Search, a été promu par Sundar Pichai au poste de responsable de la recherche. Depuis, mais les recherches se sont dégradées à chaque mise à jour de Google. Vous pourriez vous demander pourquoi Sundar Pichai privilégierait les suppressions d'emplois et des pratiques douteuses pour augmenter rapidement la valeur des actions. À ce stade, il n'est sans doute pas surprenant d'apprendre que son ancien employeur était McKinsey. L'essor des Tech Bros en Silicon Valley a beaucoup profité à McKinsey, dont les consultants sont maintenant présents dans de nombreux secteurs technologiques. Ils ont des consultants chez SpaceX, Tesla, Google, Yahoo, encore Google, Microsoft, Enron, DoorDash, Jack Eric, le fondateur de WikiHow. Ils sont littéralement partout. Même le putain de propriétaire de Lego est un ancien représentant de McKinsey. Et ça, ce n'est que la liste des représentants de McKinsey occupant des postes élevés dans la tech. Si on élargit le champ à toutes les entreprises, la liste est énorme. Et si on inclut aussi la politique, ça commence à devenir effrayant. Puisqu'on en parle, parlons de l'omniprésence. Est-ce que ça se dit? Des consultants de McKinsey dans des postes très sensibles. Dans Quand McKinsey arrive en ville, Michael Forsythe et Walt Bogdanovich relatent qu'un ex-représentant de McKinsey a donné un conseil révélateur à une nouvelle recrue. Il a dit à la recrue « Infiltre-toi et répands-toi comme une amibe. Tu dois t'étendre dans l'organisation et tout faire. » Tel un cheval de Troie. Voici des données sur les membres de McKinsey à des postes clés au gouvernement. Note que cela concerne uniquement les représentants à des postes importants. Il y en aura beaucoup plus à des postes moins importants. Certains ont servi dans des gouvernements de gauche, d'autres ont servi dans des gouvernements de droite. McKinsey est aussi un grand donateur pour tous les partis politiques. Ils ont fait des dons à Obama, ils ont fait des dons à Trump, ils ont fait des dons à tout le monde. Aux États-Unis, ils ont des représentants dans les administrations républicaines et démocrates aux niveaux étatiques et fédéral. En dehors des États-Unis, ils sont allés jusqu'à devenir Premier ministre et chef de parti politique. Et si Pete Buttigieg, je ne sais pas comment prononcer son nom, c'est Buttigieg? Si Pete est nommé candidat démocrate lors de la prochaine élection, ils auront le tout premier candidat démocrate issu de McKinsey. Maintenant, je veux être clair ici. Je ne prétends pas que tous les employés de McKinsey sont comme des agents secrets d'Hydra avec une sorte d'agenda politique caché. Leur agenda est assez public et évident. L'argent. Ils veulent gagner autant d'argent que possible, et ils se moquent de ce qu'ils détruisent en chemin, parce qu'ensuite ils se présenteront simplement comme les meilleurs pour réparer ce qu'ils ont eux-mêmes détruit. Ils parviennent souvent à entrer en proposant de travailler bénévolement, puis une fois à l'intérieur, ils se répandent comme une amibe jusqu'à ce qu'ils finissent par se faire embaucher contre rémunération. Une chose que je n'ai pas encore mentionnée, et qui est peut-être la plus dangereuse de toutes, c'est qu'ils conseillent et aident souvent des gouvernements qui sont directement opposés aux vôtres. Au fil des années, McKinsey a commencé à se répandre comme une amibe au sein de divers gouvernements dictatoriaux et répressifs dans le monde. Par exemple, ils ont représenté les intérêts du pétrole russe à de nombreuses reprises, même lorsqu'ils étaient sanctionnés, ce qui est illégal.
McKinsey possède un bureau en Chine, où environ 90 entreprises d'État, qui ressemblent à des sociétés privées en apparence, sont en réalité entièrement contrôlées par le gouvernement central. Selon Kwame-san quand McKinsey arrive en ville, McKinsey a conseillé 26 de ces entreprises votant d'État. Nous ne savons pas exactement sur quoi McKinsey les a conseillés, car ni McKinsey ni le Parti communiste chinois ne le révéleront jamais. China Communications Construction Company, une entreprise d'État, a publiquement déclaré être fière d'engager McKinsey pour analyser les marchés et atteindre ses objectifs stratégiques globaux. Quels étaient ces objectifs ? Eh bien, en 2014, China Communication prévoyait d'envoyer une flotte de navires pour, en gros, aspirer le fond de l'océan puis le déverser ailleurs. Si vous connaissez la mer de Chine méridionale, vous savez que c'est une voiture maritime et militaire très importante. Les États-Unis surveillent cette zone de l'océan depuis longtemps pour empêcher l'expansion de la Chine vers des territoires alliés aux États-Unis, comme les Philippines. Il y a aussi beaucoup de réserves de pétrole dans les eaux peu profondes de ces zones, que chaque pays souhaite contrôler. Maintenant, on pourrait penser que la façon correcte de diviser la zone serait que les mers les plus proches du Vietnam soient vietnamiennes, celles les plus proches de la Chine soient en chinoise, celles les plus proches des Philippines soient en philippines, et celles les plus proches du Brunei soient en brunéiennes. Le problème ? Eh bien, les mers les plus proches de la Chine ne sont pas terribles, et ne contiennent pas beaucoup de pétrole. Cette zone entre les Philippines et le Vietnam semble être la plus riche. La Chine peut contrôler des mers sans y avoir accès direct, contrairement à ce qu'on pense. Ils peuvent simplement construire des îles artificielles dans la région, et techniquement, ils bordent alors cet océan et peuvent le revendiquer comme territoire chinois et le surveiller agressivement avec la force militaire. Et ils font cela en aspirant le fond de l'océan et en le déversant dans la mer pour créer de nouvelles îles, ce qui est exactement ce qui se passe depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années. Et pendant tout ce temps, McKinsey était à leur service, les conseillant sur la façon d'exécuter ce projet. Ils étaient également sous contrat avec le département américain de la défense pour le programme du chasseur F-35 en même temps. Certains affirment que McKinsey exécute simplement des commandes sans réel lien avec les objectifs du gouvernement chinois. Mais quand on considère que le fils du Premier ministre de l'époque était consultant chez McKinsey et travaille maintenant comme directeur général de la Banque centrale de Chine, il est un peu plus difficile de contester cette idée. McKinsey a aussi été consultant payé pour l'initiative chinoise La ceinture et la route, visant à accroître l'influence de la Chine en prêtant à des pays pauvres incapables de rembourser. L'argent servirait à construire routes et services ferroviaires que la Chine contrôlerait si le débiteur ne remboursait pas. J'espère qu'il n'est pas nécessaire de souligner à quel point il est risqué et peu éthique que McKinsey conseille les deux parties d'un même conflit économique. Ce n'est pas le seul exemple où McKinsey agit contre les intérêts au monde de son propre pays, mais c'est un exemple facile à voir et à comprendre. Rappelez-vous, la majorité du travail se fait discrètement, donc souvent nous ignorons leurs conseils et à qui ils s'adressent. Mais nous savons qu'ils n'ont guère envie d'aider les Américains si cela leur coûte quelque chose. En février 2016, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite est mort, laissant son fils Mohammed Ben Salman diriger le royaume, un homme qui, quelques années plus tôt, avait convaincu un juge d'approuver un accord commercial en posant une balle sur la table et en affirmant qu'il devait signer. Avant sa mort, le roi avait lentement commencé à revenir sur certaines des lois les plus répressives et hostiles pour l'Occident, dans le but d'ouvrir le pays et de le rendre plus attractif pour les investissements étrangers. Depuis le milieu des années 1990, McKinsey avait un bureau à Riyad et conseillait le roi de le faire. Mais alors que le monde occidental accueillait favorablement ces changements, et en réalité beaucoup de Saoudiens aussi, Mohammed Ben Salman, lui, ne les approuvait pas. Il considérait cela comme une atteinte à sa culture, un peu comme Oussama Ben Laden. Pour se rapprocher de la famille royale saoudienne, McKinsey employait depuis des décennies divers membres de cette famille, souvent liés aux dirigeants d'Aramco. Un an plus tard, en 2017, McKinsey a réalisé sa première acquisition en près de 100 ans. L'achat d'une autre société de conseil basée en Arabie Saoudite, détenue et dirigée par un ancien représentant de McKinsey. Le propriétaire s'appelait Hani Koja. Hani, proche des ministres, avait aussi obtenu des contrats gouvernementaux.
l'acquisition a rapproché McKinsey du gouvernement. Quelques mois plus tard, Kojo a été détenu 14 mois par le gouvernement saoudien et battu à plusieurs reprises. Il faisait partie des 350 personnes qui ont toutes été détenues, accusées de corruption et forcées de céder tous leurs biens à l'État saoudien. C'était un avant-goût de ce qui allait arriver. À la fin des années 2000, les nations arabes ont commencé à connaître des manifestations de la part de leur population. Ils réclamaient un changement face aux anciens systèmes et régimes répressifs et antidémocratiques. Dans certains endroits, cela a renversé des gouvernements et écarté du pouvoir des autocrates autoritaires. Ce facteur a motivé le roi Abdallah à lancer des réformes sociales, espérant éviter un bouleversement similaire en Arabie Saoudite. Lorsque Mohammed Ben Salmané a pris le pouvoir, il a adopté une approche très différente, beaucoup plus stricte. Le peuple n'allait pas obtenir la démocratie. En 2016, Mohammed Ben Salman a engagé McKinsey, Boston Consulting Group et Cambridge Analytica pour surveiller les profils publics des civils sur les réseaux sociaux. L'outil a été conçu pour permettre aux entreprises de mieux cibler leur publicité selon les mots-clés des publications. Donc si vous postiez sur Twitter que vous aviez soif, il vous envoyait des publicités pour Coca-Cola. C'est comme ça que le système fonctionne. Ben Salmon s'est rapidement rendu compte que le même outil pouvait être utilisé pour suivre les personnes qui s'exprimaient contre son régime. Le youtubeur saoudien Omar Abdulaziz a été identifié par McKinsey comme une influence négative sur l'opinion saoudienne concernant Mohammed Ben Salmané. Résidant à Montréal, Abdulaziz a refusé la demande du gouvernement saoudien de rentrer au pays. Pour le faire céder, ils ont emprisonné 2 de ses frères, mais il a persisté. Plus tard, ils ont piraté son téléphone et découvert des échanges avec le journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi. Les autorités saoudiennes confirment la mort de Jamal Khashoggi, collaborateur du Washington Post. Ils disent que le journaliste est mort lors d'une bagarre au consulat saoudien en Turquie. Ils avaient évoqué la création d'un réseau anti-propagande pour contrer les actions de Mohammed Ben Salman en ligne. Comme Mohammed Ben Salman utilisait des fermes de bots pour des messages pro-saoudiens, il voulait par exemple faire pareil avec des messages anti-saoudiens. En octobre 2018, Khashoggi a été assassiné alors qu'il récupérait des documents de mariage au consulat saoudien en Turquie. Les renseignements américains affirment qu'il a été tué sur ordre de Mohammed Ben Salman et décapité à la scie électrique. Sa femme a attendu devant le consulat un mari qui ne reviendrait jamais. Abdelaziz a tenté à 2 reprises de poursuivre McKinsey en justice pour l'avoir rendu cible. McKinsey a d'abord fait rejeter l'affaire en invoquant l'incompétence des tribunaux. N'étant pas à Montréal la 2e fois, l'affaire a été rejetée car la prescription était expirée. McKinsey n'a jamais nié ses actes. En mars 2019, le président-directeur général Kevin Snyder a été interrogé par CNBC sur la réaction de McKinsey si leur client était meurtrier. Il a répondu ceci. Nous devons réfléchir sérieusement à notre travail, qui doit avoir un réel impact positif. C'est pourquoi j'exerce ce métier. Travailler avec un meurtrier, ça vous va? Non, ce n'est absolument pas acceptable. Et quand vous découvrez que votre client est un meurtrier, que faites-vous? Vous partez. Sauf que McKinsey est resté en Arabie Saoudite à travailler pour Mohammed Ben Salmané. La devise de McKinsey semble vraiment juste. Ils ne s'intéressent pas à la politique, ce sont des experts en exécution. Vous pourriez vous demander, après toute cette discussion, pourquoi diable quelqu'un continuerait à engager une entreprise qui cause souvent des dommages à la fois réputationnels et réels aux personnes qui les engagent ainsi qu'à leur communauté. Et ce n'est même pas exhaustif. Je n'ai même pas parlé de la façon dont ils se présentent comme une entreprise verte tout en conseillant toutes les compagnies de combustibles fossiles sur la manière d'augmenter l'utilisation des énergies fossiles. Je n'ai pas parlé de la façon dont ils ont aidé les compagnies d'assurance santé et automobile à refuser des demandes valides et à pousser des milliers de personnes dans l'esclavage de la dette médicale. La formule « retarder, refuser, défendre », souvent reprise dans les médias, provient de ce livre et a été citée à propos des balles ayant tué le président-directeur général de la santé, Brian Thompson, par Luigi Mangione. Ce conseil a été donné aux compagnies de santé par McKinsey. Alors pourquoi ? C'est assez simple en fait, et je l'ai déjà un peu mentionné. McKinsey et des sociétés similaires servent à permettre au président, directeur général et entreprises d'agir mal sans critique.
Ils veulent réduire les effectifs, ils veulent te prendre des raccourcis et ils veulent te faire des choses qui rapportent pas de gros profits mais qui causent aussi d'énormes problèmes. Alors ils engagent Colin McKinsey pour venir dire à l'entreprise ou au président-directeur général exactement ce qu'ils veulent entendre. Si un président-directeur général pense qu'il devrait réduire les effectifs pour augmenter ses primes, alors ils engagent McKinsey pour venir dire « Eh, vous devez vraiment réduire les effectifs et ainsi vos primes vont augmenter ». De cette façon, ils peuvent tout simplement dire « ce n'était pas notre décision, c'était une mesure difficile prise sur la recommandation d'un cabinet de conseil de renommée mondiale. » Et ils s'absousent eux-mêmes. Ils peuvent aussi dire que tout va mal sans que ce soit leur faute, puisqu'ils suivaient seulement les conseils de professionnels. Cela sert le même objectif pour McKinsey aussi. Ils gagnent de l'argent en conseillant, puis en réparant les erreurs causées par leurs conseils. Eux aussi peuvent dire « nous faisions seulement ce que le client demandait ». Essentiellement, McKinsey nous sert de personnification réelle du même Spider-Man qui se pointe du doigt. Ils permettent à des personnes malveillantes de prendre des décisions mauvaises sans avoir l'impression que c'était leur propre décision au départ, et donc sans en assumer la responsabilité. Chaque histoire, ce que j'ai raconté aujourd'hui aurait pu être évité par McKinsey, en déconseillant aux clients leurs intentions. Si McKinsey n'a pas créé ces situations néfastes, même si je pense que oui, ils les ont sûrement facilitées. La méthode McKinsey est aujourd'hui un terme courant dans l'industrie, censé désigner une gestion efficace et rentable. La méthode McKinsey, en réalité, c'est d'être payé pour foutre le bordel, d'être payé pour réparer le bordel qu'on vient de foutre et de s'assurer que personne ne sache que c'est vous qui avez tout foutu en l'air.